Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la soirée d'échange entre les candidats-candidates des principaux partis politiques dans la circonscription de Hochelaga-Rosemont-Est. On est heureux parce que c'est la première fois que le particule Rosemont-Est dans la circonscription. On est heureux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'est de Rosemont, donc la partie est du quartier Rosemont, qui est rattachée à la circonscription fédérale de Hochelaga, qui est plus au sud de Sherbrooke. Je remercie beaucoup les 4 personnes devant vous, les candidats et candidates des principaux partis qui ont accepté l'invitation. Donc, Mme Gérard Lemay du NPD, Mme Lessard du Bloc québécois, Mme Ménard du Parti libéral du Canada et M. Pirot du Parti vert du Canada. Merci. Et il y avait une personne aussi de plus qui a été invitée, c'est M. Bailey du Parti conservateur du Canada. Malheureusement, M. Bailey a décliné l'invitation, donc on ne pourra pas entendre son regard sur le quartier et sur la vision du Canada. Donc, voilà. Je me présente, Denis Leclerc, je suis le directeur de la CDC de Rosemont. La CDC de Rosemont, c'est quoi? C'est la Corporation de développement communautaire de Rosemont, donc qui regroupe les organismes communautaires du quartier. Et on a aussi un mandat de table de quartier, donc on concerte les différents acteurs sur les enjeux de développement social dans le quartier. À chaque élection municipale, fédérale, provinciale, on organise une telle soirée. C'est relativement simple. Notre objectif, c'est de favoriser la participation citoyenne autant dans différents mouvements sociaux que la participation aussi des citoyens lors des élections, parce que l'exercice démocratique, c'est, à nos yeux, très important et c'est un bien, bien précieux en ces temps qui courent. Donc, en une soirée, vous avez l'occasion de rencontrer les candidats-candidates, mieux les connaître, mieux connaître leur programme, leur personnalité. Vous avez surtout l'occasion de poser des questions à une ou plusieurs personnes. Donc, ça va prendre la forme, une forme conviviale. L'idée, c'est de faire connaissance mutuelle. Il y aura d'autres soirées d'échange dans le quartier ou dans la circonscription, dans Hochelaga, je pense, jeudi soir. On salue les gens de webtv.coop, Bernard qui est à la technique. En fait, il y a une captation en direct qui est diffusée sur le web. J'ai de la misère avec le nom, là. webtv.coop, c'est le mot coop qui me mélange. C'est une coopérative de travailleurs. Voilà. Et donc, ça va être disponible 1 an en ligne, ce qui fait qu'on va pouvoir, après l'élection, vérifier les engagements, ont-ils été pris et bien respectés. Et surtout, passer le mot aux personnes qui ne sont pas là ce soir, qui puissent avoir accès à l'information avant de voter. Voilà. Donc, on souhaite une rencontre conviviale, respectueuse, évidemment. Ce n'est pas un débat classique où il y a prise de bec puis engueulade. Ce n'est pas l'intention qu'on a. L'intention, c'est vraiment passer un bon moment convivial, respectueux, avec l'humour, puis des fois avec des petites attaques. C'est toujours plus dynamisant. Donc, une soirée agréable pendant 2 heures. Je vous présente un petit peu les collègues de travail de la CDC qui sont là. Il y a Magali au son, à la technique. Il y a Jessica et Geoffroy qui sont les cueilleurs de questions et les gestionnaires de la salle. La salle, c'est une salle, pour nous, gens de Rosemont, extrêmement importante. Une salle, somme toute, assez modeste, qui était une pharmacie jusqu'en 2019. 2019, oui. Et dans l'est de Rosemont, il y a très, très, très peu d'infrastructures communautaires, loisirs, sportives, culturelles. J'imagine que si vous habitez l'est de Rosemont, vous savez de quoi on parle. Et évidemment, il y avait un souci des organismes du quartier d'être plus présents dans l'est de Rosemont. Et pour ce faire, on a collectivement développé un projet collectif pour faire en sorte d'occuper un espace dont on n'a jamais les moyens, les milieux communautaires, d'occuper, c'est-à-dire un espace dans une artère commerciale avec pignon sur rue. Donc, en fait, dans le cadre d'un projet financé par Centraide notamment, on occupe l'espace ici depuis 2020, année de la pandémie, afin de favoriser les activités, les rencontres entre les citoyens et les organismes. Donc, l'espace 40e Beaubien, espace communautaire et citoyen. Donc, on tenait à le dire aussi. Et comment ça va se passer ce soir? C'est relativement simple. On est déjà, je pense, 25 personnes en présentiel. Il y en a une vingtaine en ligne. Donc, hier, on a fait une dans Rosemont, Petite Patrie,
Il y avait plus de 65 personnes en présentiel. Comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Il va y avoir un tour de présentation des candidats-candidates. Ensuite, je vais poser une question à 2 volets que les candidats et candidates connaissent déjà. Ils vont y répondre pendant 2-3 minutes. Et ensuite, c'est relativement simple, on ouvre la salle. On ouvre la salle comment? Par le hasard. Donc, vous écrivez votre nom, le thème de votre question et peut-être un peu votre question sur un bout de papier que Jessica et Geoffroy peuvent vous donner en tout temps. Et ils mettent ça dans un beau gros bocal, puis on va piger au fur et à mesure les questions. Rendu là, vous aurez 1 minute pour poser votre question, incluant le préambule. Et les candidats, environ 1 minute et demie pour répondre à la question. Vous pouvez adresser votre question à une seule personne ou à tous les candidats ou candidates, c'est à votre choix. De mon côté, je vais essayer de balancer la répartition du temps pour que ce soit égal. Dans le cours de cette période-là, je me permets aussi d'amener une question à un moment donné, champ gauche ou champ droit. Question de surprendre soit les candidats ou surtout d'avoir un angle peut-être qui n'est pas couvert par vos préoccupations. C'est genre, quelle est votre couleur préférée, des trucs comme ça. On se doute sans doute des réponses, mais bon, voilà. Donc, et après, il va y avoir un mot de clôture de la part des candidats et candidates et ensuite un temps libre pour échanger et réseauter. Ça vous va? Le chronomètre est relativement simple. Il y a un chronomètre sur mon téléphone intelligent que je vais utiliser. Il est affiché par personne, donc je peux inventer n'importe quoi. Je vais tenter d'avoir un chronomètre fluide, c'est-à-dire que je ne serai pas à la seconde près. Je vais jouer le temps à peu près à 10-15 secondes. À un moment donné, je vais dire, en conclusion, il vous reste peut-être 5-10 secondes. Si je vous dis merci beaucoup, là, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Ça va? C'est simple? Oui. On a fait un tirage au sort. Oh boy. Ah, merci beaucoup. On a fait un tirage au sort. Je suis allé 3 parce qu'en fait, la salle est configurée bizarrement parce qu'il y a des colonnes. Là. On a fait un tirage au sort et je cherche la feuille. Il me semble que je l'ai. Oui, ici, oui. On a fait un tirage au sort et l'ordre de passage pour la prise de parole du mot d'introduction qui est 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, 3 minutes, là. La première personne qui a la chance de vous parler, c'est M. Pirot du Parti vert du Canada. À vous, M. Pirot. All right. Le chrono est commencé, oui? Oui. All right. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Jacob Pirot. Je suis, c'est ça, le candidat dans Hochelaga-Rosemont-Est pour le Parti vert du Canada. Je suis militant dans la vie, militant à temps presque plein, je dirais. Je suis membre du collectif Antigone et je travaille beaucoup avec Dernière Génération Canada. Donc, je fais de la désobéissance civile dans la vie. C'est un peu weird comme concept, mais peut-être que les gens qui me connaissent pour avoir occupé un pipeline en 2022, donc le terminal pétrolier Valero dans Rosemont-Est, dans Montréal-Est. Et donc, pendant 24 heures, on a grimpé la structure du pipeline et on s'y est attaché. Et plus récemment, pour avoir grimpé le pont Jacques-Cartier en octobre passé, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui était pogné sur le pont. Si oui, je m'excuse. Mais oui, donc c'est peut-être pour ça que vous me connaissez. Et donc, pourquoi le Parti vert? J'ai choisi le Parti vert parce qu'ils m'ont invité, premièrement. C'était un parti qui m'a... En fait, après l'Action du pont, on m'a dit qu'il y avait un intérêt justement à avoir une voix peut-être plus de gauche, qui a réellement une compréhension du milieu terrain, du milieu grassroots, et donc qui est connecté avec les groupes sociaux, les groupes locaux qui sont très imprégnés dans la communauté locale de Hochelaga et de Rosemont-Est. Et on m'a donné carte blanche. Donc, c'était un peu le deal qu'on a eu, c'est que, justement, je suis en mesure d'aller voir c'est quoi les fondements, en fait, des enjeux de nos sociétés et d'essayer de pousser pour vraiment s'assurer qu'on en parle, en fait. Et donc, ma job, ça va plus... Je veux dire, c'est le Parti vert. On est d'accord que l'objectif ici, ce serait bien de gagner, mais on a des gens ici qui ont peut-être plus de chance que moi. Et donc, le but, en fait, c'est de jouer le rôle de la personne qui va être en mesure de voir un peu le baromètre de qu'est-ce qui est en mesure d'être fait dans une perspective d'ambition politique, donc de se dire c'est quoi notre objectif ici. Est-ce que le but, c'est de garder un certain statu quo, ou le but, c'est un peu de tourner les choses vers la gauche, d'essayer de voir si on est en mesure d'avoir plus de causes sociales qui sont entendues. Donc, ma job, c'est vraiment d'être porte-voix, en fait, pour vous,
beaucoup plus qu'autre chose. Donc, j'ai moins, en fait, peut-être une plateforme à essayer de vous convaincre de suivre et plus, en fait, une façon pour moi de continuer, en fait, le militantisme, mais sur la scène institutionnelle, mettons, et donc d'essayer de pousser à l'intérieur et à l'extérieur pour être en mesure d'avoir des gains concrets dans la société, des gains qui vont être en mesure de favoriser tout le monde. Et donc, c'est pour ça que, on va parler aujourd'hui, j'imagine, de crise du logement, on va parler ici de crise du coût de la vie, on va parler de gros méga-projets immobiliers, de gros méga-projets industriels comme Raymond Logistique dans Hochelag. Et donc, en fait, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je pense que l'important, en fait, c'est de se rappeler que la politique, oui, c'est nous, les 4 ici, 5 si on oublie la personne qui est pas là aujourd'hui, mais que le vrai pouvoir politique, en fait, il est de l'autre bord de la pièce. Genre, moi, je regarde le vrai pouvoir politique et donc, en ce moment, c'est un peu ça, c'est de se dire que c'est comment faire pour redonner, en fait, confiance à la population d'avoir en fait, une ambition politique puis un pouvoir politique et de se dire qu'on est capable d'avoir plus de force et plus d'ambition que de se dire qu'on vote aux 4 ans. Donc, je suis vraiment content, en fait. Merci de m'avoir invité aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ce genre d'espace-là, c'est exactement de ça qu'on a le plus besoin. Et donc, dans ma tête, la vraie force politique se trouve dans l'espace puis dans les gens dans la salle, puis avec tout respect, moins de ce côté-ci de la table. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Merci. Merci, M. Pirot. On va enchaîner avec Mme Girard-Lemay du NPD. Vous m'entendez bien? Formidable. Donc, Julie Girard-Lemay, oui, pour le NPD, mais surtout pour Hochelaga-Rosemont-Est. Je vais me présenter rapidement. Moi, j'ai vécu, étudié, milité, élevé mes enfants dans la circonscription un peu partout. Travaillé également. Donc, j'ai vécu coopérative d'habitation dans le sud de la circonscription, ensuite un peu plus haut ici, pas loin de la 23e avenue, où ma fille a étudié à l'école Rose-des-Vins, une école alternative du quartier. J'ai étudié au cégep Maisonneuve aussi. Donc, et travailler comme avocate à HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, auprès des travailleurs, des travailleuses. J'y étais d'ailleurs ce matin là, pour faire une annonce sur, puis là, je vais en profiter, pourquoi le NPD, transfert en santé au niveau, là, augmenter l'enveloppe pour le provincial. L'hôpital, comme vous le savez, est en décrépitude depuis des années. Les travailleurs et travailleuses que je représentais là à l'époque sont encore en train de lutter pour avoir quelque chose à vous offrir, nous, la population de la circonscription, qui a du bon sens. Donc, vous aurez compris que je suis avocate dans le domaine du travail, mais tout particulièrement spécialiste des droits de la personne, qui je pilote depuis plusieurs années là, les dossiers de charte et constitutionnels. Et là, la question, mais pourquoi vous êtes candidate actuellement? Parce que ça a plus de bon sens ce qui se passe dans notre société, mais tout particulièrement aussi auprès des gens. Des quartiers. Puis je vais dire des quartiers, là, parce que notre circo, elle est grande. J'y ai habité là, un peu partout, puis ma fille est encore à l'école secondaire, ici un peu plus au sud, au public. Donc, ce qui m'intéressait avec le NPD, c'est toute cette caractéristique-là du filet social à l'heure actuelle où on sabre un peu partout. Puis je vais être franche avec vous, moi je viens d'une famille de nationalistes, puis j'ai débattu beaucoup à Noël. Là. Pourquoi le NPD? Le NPD, il comprenait très bien pourquoi, en fait, mon choix de me présenter avec ce parti-là, parce que ce filet nous caractérise actuellement, nous a toujours caractérisé d'ailleurs au Québec, comme la culture aussi, notre fait français. Et le NPD m'offrait donc une plateforme qui correspondait aux valeurs et aux besoins des gens dans les 4 prochaines années. Que ce soit, je travaille beaucoup, là, je suis une militante des droits de la personne, là, vous ne serez pas surpris, la question là, de la diversité des groupes, des femmes, je lutte contre la violence en milieu de travail. Donc, c'est le NPD qui a déposé le projet de loi pour transformer notre code criminel, pour le contrôle coercitif soit enfin inclus comme une infraction criminelle, parce que la violence faite aux femmes ne débute pas là, au moment des coups, mais par plusieurs mécanismes. Donc ça, évidemment, ça me parlait. Tout ce qui est la question des soins dentaires, l'assurance médicale, les réalisations, donc, qui étaient mises de l'avant là, dans les dernières années par ce parti-là, étaient essentielles. Et la reconnaissance, évidemment, des droits démocratiques. Je vois mon ami de l'autre côté, évidemment, pour le peuple palestinien, mais également les droits démocratiques pour la nation québécoise. Donc, tout ça formait un tout. Pour moi, ça faisait sens pour que les gens des quartiers de notre circonscription aient un parti à Ottawa qui défende leurs intérêts, leurs droits. Puis c'est ça, dans ma vie, ce que je fais. Puis je vous le soumets là, de mieux, c'est défendre les droits puis les intérêts des gens que je représente. Vous en parlerez à mes collègues. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter à ces élections-ci. Bien, merci. On va enchaîner avec Mme Lessard du Bloc québécois. Bonjour à vous. Premièrement, tout le monde m'entend? Super. Écoutez, je veux vous remercier, vous, d'être présent, puis remercier la CDC de Rosemont
S, Rosemont de façon générale, pour l'organisation de cette soirée. Vraiment, c'est important pour notre démocratie, puis c'est grâce à vous qu'on est là, donc merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Rose Lessard. Je vis dans la circonscription avec mon amoureux, donc pas très loin d'ici, juste à côté du stade olympique. Je connais bien Rosemont-Est parce que j'ai eu la chance de faire du bénévolat, notamment au CHSLD Providence, sur Beaubien, avec l'organisme Bouffe Action, sur lequel mon conjoint travaillait. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire la politique? Ça va être très simple, c'est par amour des gens. Moi, je suis née dans une famille de politiciens. Mon grand-père a été député. Avant, il était syndicaliste. Il était président de la Fédération des affaires sociales de la CSN. Il est devenu député par la suite. Donc, j'ai réellement grandi là-dedans. En 2011, malheureusement, il a perdu son poste de député. Donc, quand on est dans une famille impliquée, on continue à s'impliquer. Donc, j'ai commencé à m'impliquer dans tous les organismes pas possible pour le droit des personnes LGBTQ+, pour le droit des personnes handicapées, pour la sécurité alimentaire, etc., etc. Puis, notamment pour l'environnement aussi, je militais contre le projet Énergie Est. Je faisais des manifestations sur la rive-sud de Montréal. Donc, à travers tout ça, notamment pour Énergie Est, je revenais à une certaine réalisation, c'est que je devais continuer à utiliser des canaux politiques, excusez-moi, ceux que j'avais créés dans mon enfance, pour faire passer un certain message. Donc, c'est pour ça que je suis revenue en politique. Avec tout ça, je suis devenue présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois à mes 21 ans, où je militais pour que davantage de jeunes participent à la politique, donnent une voix à leurs différentes réalisations, revendications. Au-delà de mes 24 ans, parce que j'ai 24 ans, il faut le dire, je suis assez jeune. J'ai complété un baccalauréat en sciences politiques, relations internationales. J'ai une concentration en études féministes. J'ai fait une maîtrise en études internationales. Donc, moi aussi, j'ai baigné un peu dans tout ce qui est relations internationales. J'ai travaillé à la mairie de Paris, à la délégation générale des relations internationales et notamment au Bénin. Donc, pourquoi j'ai choisi le Bloc québécois? Notamment parce que c'est le seul parti qui dit non au projet de pipeline de l'Ouest canadien. Donc, pour moi, c'est le parti le plus environnemental. Puis, à travers tout ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est reprendre tout l'argent qui est mis dans l'Ouest canadien, excusez-moi, pour faire plus de logements sociaux, pour lutter contre le coût de la vie. Donc, c'est un peu ça pour moi. En votant pour moi, c'est aussi voter pour quelqu'un qui va vraiment lutter pour que les logements qui ont été promis dans Rosemont-Est, le transport qui a été promis dans Rosemont-Est puis qui n'est jamais arrivé, arrive finalement, puis que vos idées se fassent entendre à Ottawa. Pourquoi voter pour moi? Pour notre langue, pour notre culture, que je considère différente du reste du Canada. Le Bloc québécois, on est les meilleurs pour la défendre. Pourquoi voter pour moi? Pour les femmes, pour que toutes les femmes aient le choix de faire leur choix librement, sans compromis. Dans une époque où les défis mondiaux sont nombreux, le Bloc québécois, c'est vraiment le seul parti qui peut défendre nos valeurs à Ottawa, notre économie propre au Québec, comme on n'est pas un parti pan-canadien. Puis ce changement-là, ça va commencer avec vous, citoyens et citoyennes d'Hochelaga-Rosemont-Est. J'aimerais ça terminer en citant le grand Gilles Vigneault. La jeunesse, c'est le moteur du changement. Si nous ne donnons pas aux jeunes le moyen de rêver et d'agir, nous brisons l'avenir. Donc, je vous invite à voter pour l'avenir. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, ce soir. Merci, Mme Lessard. Et on va conclure avec Mme Ménard. Bonjour. Merci, en effet, de vous être déplacée. Marie-Gabrielle Ménard, donc candidate pour le Parti libéral ici, en Hochelaga-Rosemont-Est. Merci de l'invitation à la CDC. Salutations à mes collègues, parce que ça prend un brin d'audace pour se lancer en politique active. Moi, j'arrive d'un parcours de 20 ans en art et culture. J'ai œuvré comme artiste, comme productrice aussi, ce qui fait que les mécanismes financiers, notamment des OBNL, je les maîtrise, je les connais. J'ai travaillé avec le financement public tout au long de ma carrière. Évidemment, en art et culture, entre autres au Québec, on bénéficie souvent du soutien public. Alors, le mécanisme des subventions, je connais bien ça. J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, des derniers jours, de faire quelques rencontres avec des organismes communautaires. Puis, en fait, le montage financier n'est pas si différent de ce avec quoi on travaille en art et culture. J'arrive de 10 ans en animation radio à Radio-Canada. J'ai animé en actualité, en affaires publiques. J'ai animé ici à Montréal, mais j'ai aussi animé un peu partout au Canada. J'ai eu un contact privilégié avec les communautés francophones hors Québec et ça m'a donné certains baromètres pour continuer de défendre haut et fort le fait français. Ça a toujours été l'une de mes motivations comme communicatrice. Ça ne s'arrêtera pas maintenant. J'ai animé à Toronto, à Ottawa, à Windsor, quelques années à Winnipeg. J'ai travaillé sur des gros projets comme les Jeux olympiques. Et ça a été aussi un indicateur à quel point, ça a l'air cliché, l'union fait la force, mais c'est un fait. C'est un fait. Je m'engage dans cette aventure-là, pas
comme une politicienne de carrière. Je ne viens pas d'une famille de politiciens. L'idée, c'est d'aller m'engager dans un projet qui est plus grand que moi. C'est là où je suis la meilleure, lorsque je peux rassembler des voix citoyennes et aller les porter. Je l'ai fait dans une autre posture avec un autre boulot. Je pensais faire de la politique, mes proches le savent, dans la cinquantaine, quelques années en avance sur mon programme. Et je dirais que c'est la conjoncture actuelle. Lors de l'élection américaine là, des derniers mois, la citoyenne que je suis a eu peur de la suite. Et je rêve d'une scène politique plurielle où, justement, différents profils, différentes expériences peuvent comme ça amener de l'eau au moulin. C'est comme ça que je me présente à vous, c'est-à-dire que j'ai envie d'incarner au sein du gouvernement de Mark Carney, celui qui a la compétence pour tenir tête aux menaces, elles sont réelles, aux menaces aux tarifs américains. On a commencé déjà à voir certaines conséquences de ça. Alors, cet homme qui a la compétence pour nous faire traverser cette crise-là, pour nous défaire de notre dépendance économique aux États-Unis, le rapport de force est absolument pas égal et nous fragilise. Bien, c'est au sein de cette équipe-là que j'ai envie de porter vos voix, vos préoccupations du terrain ici, parce que, bien sûr, au cours des prochaines années, on va devoir gérer le voisin d'en dessous, mais la vie continue ici. Nos réalités ne sont pas celles des Américains. Alors, on va avoir besoin de quelqu'un qui connaît le terrain. Moi, la famille, les neveux, nièces sont ici. J'ai dansé, je viens de la danse. J'ai dansé dans la circonscription. Je prends mon café dans la circonscription. Puis les enjeux pluriels m'intéressent. Donc, à la fois, oui, il y a des enjeux de logement, d'insécurité alimentaire. Il y a aussi quelques entrepreneurs qui ont le vent dans les voiles, qui ont envie d'être soutenus. Je m'incline vers l'économie sociale. C'est quelque chose qui me ressemble. J'arrêterai là pour la présentation, mais on aura l'occasion au cours de la prochaine heure d'étoffer tout ça. Merci. Merci, Mme Ménard. Merci tout le monde. On va passer au deuxième bloc, en fait, la question de la CDC de Rosemont aux candidats et candidates. Vous allez assurément avoir l'occasion de parler de votre programme, de votre parti, de votre chef, ou peu importe, un peu plus tard. Là, on va vous ramener vraiment sur la dynamique très, 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 très locale. Même pas l'ensemble de la circonscription. On y va uniquement sur l'est de Rosemont. Donc, l'est de Rosemont, c'est à l'est de Pineuf, au nord de Sherbrooke, au sud de Bélanger, puis à l'ouest de Lacordaire. La question, vous l'avez eue d'avance, donc on va vous donner 3 minutes pour répondre à la question qui comprend 2 volets. Le premier volet est relativement simple. C'est, selon vous, c'est quoi l'enjeu principal dans l'est de Rosemont? On vous demande le premier, mais on veut aussi entendre le deuxième, troisième, parce que ça se pourrait qu'il y ait peut-être unanimité ou une majorité sur le même enjeu prioritaire. On va pouvoir vous départager au deuxième et au troisième. Et ensuite, deuxième volet, à l'intérieur du 3 minutes, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'est de Rosemont? Vos engagements, votre motivation, mais c'est comme concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas d'ordre de passage, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est qu'on y va, vous vous lancez, on se regarde, puis je vous dis, allez-y, vous regardez, c'est parti. Donc, Mme Girard-Lemay, allez-y. Non, mais c'est parce que c'est le Canadien et les séries. On a su juste avant d'arriver que le débat allait être déplacé à 18h demain soir. Non, à la blague, Hier soir, on avait un concurrent plus fort que ça, c'était M. Demidov. Donc, ce soir, au moins, on est entre 2 matchs. On est entre 2 matchs, mais quand même, c'est un enjeu fort important. C'est un enjeu fort important. Demain soir, ça va se passer, ou ce soir. Donc, qui veut se lancer dans la fameuse question en 2 volets? Moi, je peux me lancer. Allez-y, Mme Lessard. Donc, bonjour. Moi, j'ai la chance d'être sur le terrain depuis octobre, donc je n'ai pas entendu le début de la campagne électorale pour vraiment aller à la rencontre des citoyens, aller à la rencontre des organismes, autant dans Hochelaga que dans Rosemont-Est. Puis, qu'est-ce que les citoyens m'ont dit? C'est quoi les enjeux qui les intéressent? C'est le logement, le transport et la création de petites à moyennes entreprises. Je vais détailler un petit peu sur ces points-là. Il y a un citoyen, à un moment donné, en porte-à-porte, qui me disait « Écoute, Rose, j'ai l'impression, c'est une image que j'ai aimée et que j'ai adoptée, que Rosemont-Est, c'est un petit peu comme la pointe de tarte qu'on laisse sur le comptoir puis que les gens négligent souvent. Mais moi, j'ai envie de ne pas la négliger, cette pointe de tarte-là, puis je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que le Bloc québécois, qu'est-ce que moi, Rose Lessard, je propose pour le quartier. 1, en logement. C'est seulement 14 du logement fédéral, là, des fonds fédéraux qui viennent au Québec. Donc, c'est trop peu, trop pas assez. Le Bloc québécois, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? C'est talonner le gouvernement fédéral pour que les transferts sans condition au Québec de toutes les sommes investies
en logement, une compétence qui est exclusivement celle du Québec, soit donnée ici au Québec, ce que demande l'Assemblée nationale à l'unanimité. Donc, c'est ce qu'on veut. Écoutez, on a 15 propositions, mais une que je considérais particulièrement intéressante, notamment pour la construction de logements, c'est le Bloc québécois travaillera à augmenter substantiellement, grâce aux transferts fédéraux sans condition, la proportion de logements hors marché à 20 %. Donc, au niveau des logements, c'est ça. Pour le reste, les 15 autres, je vous invite à aller lire la proposition. Au niveau du transport, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été promises au travers des années dans Rosemont-Est. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Nous, on propose quelque chose de concret. On propose de doubler le financement du transport collectif et de soutenir tous les projets sélectionnés par le gouvernement du Québec, dont le projet structurant de l'Est. Donc, c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement du Québec. Ensuite, petite à moyenne entreprise. Pour ceux qui vivent dans Rosemont-Est, moi, je suis souvent dans Rosemont-Est, il faut se le dire, là, trouver un café pour aller voir un ami ou aller à plus que les 2 épiceries, 1,5 qu'on a dans le quartier, là, c'est assez difficile. Donc, il faut mobiliser pour créer des petites à moyennes entreprises pour réellement créer une vitalité au sein du quartier. Qu'est-ce qu'on propose? C'est un programme de garantie de prêt jusqu'à 10 000 $ afin de soutenir les 35 ans et moins, notamment pour créer une petite à moyenne entreprise. On dépose aussi une stratégie pour soutenir l'achat local. Fait que c'est pas juste des crédits, il faut les soutenir avec des frais postaux qui vont être avantageux pour les PME ainsi que les grandes entreprises, puis des restrictions de frais d'interchange facturés aux commerçants. Donc, c'est ce qu'on propose. Au niveau de l'environnement, là, on le voit, là, il y a une restructuration de la rue Beaubien ici qui est prise en charge par la municipalité avec un petit cachet provincial. Nous, on propose que, en environnement, là, les investissements, tout ce qui est la hausse du financement pour les infrastructures municipales, comme ceux qui sont en train d'être faits sur Beaubien, les arbres qui vont être mis, le système d'aqueduc qui va être fait, etc., qu'il y ait vraiment un financement fédéral conséquent qui soit investi, là, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'est ce qu'on propose. Merci. Qui veut enchaîner? J'enchaîne. Madame Ménard. Oui, donc, en effet, donc, la question qui nous a été soumise, c'était de départager les 2 enjeux principaux qui touchent Rosemont-Est. Alors, le Parti libéral reconnaît, j'étais très heureuse de l'entendre, Mark Carney, donc le chef du Parti libéral, reconnaît la crise du logement, que ce soit nommé, il y a quelque chose de prendre acte qui est important dans la vie. Ce qu'on a avancé, c'est que comme gouvernement, on retourne dans la construction résidentielle. Ça fait 50 ans que le gouvernement s'est désengagé. On a laissé ça dans les mains du privé et aujourd'hui, on est face à une crise du logement. Alors, le gouvernement libéral va se replacer en posture de promoteur. Ça veut dire qu'on va injecter des fonds, notamment le fonds d'accélération de logement. Il existe déjà, ce fonds-là, il sera renforcé. Et il y a une nouvelle entité qui s'appelle Maison Canada où l'idée, c'est de doubler l'offre sur le marché partout au pays. Doubler l'offre, ça veut dire évidemment d'amoindrir la pression sur les locataires. On va essayer de rétablir comme ça le rapport de force entre locataires et propriétaires. Pourquoi les locataires, pour certains, souffrent en ce moment, c'est que l'offre n'est pas suffisante. Les projets de coopératives sont soutenus. Les programmes de logements abordables, on va cibler évidemment la classe étudiante, la classe aînée. Il y a vraiment cette volonté, donc, notamment par des programmes permettant de la construction plus rapide, accélérée. On parle, entre autres, de préfabriqués. C'est vraiment des démarches qui peuvent faire en sorte que les projets sortent de terre rapidement. Les meilleurs projets ne sont pas ceux qui sont écrits, mais ceux qu'on voit dans les rues. Le Parti libéral, donc, s'engage à augmenter l'offre de logement. On va aussi, on met sur pied certains fonds donc, pour accélérer la formation de travailleurs qualifiés. Alors, dans Rosemont-Est, ceux et celles qui seront intéressés par ces programmes-là, il y a évidemment des perspectives d'emploi intéressantes avec des salaires qui vont permettre de vivre décemment et qui vont contribuer donc au fleurissement de l'offre en logement. Sur le deuxième enjeu, moi, en tout cas, des conversations que j'ai eues récemment, l'insécurité alimentaire dans Rosemont-Est est à noter. On ne parle même pas d'un désert, là. Je veux dire, il y a une vitalité qui est absente. L'Est accuse un retard en termes d'offres. C'est criant et ça met en mal certaines populations. On a toujours au Parti libéral reconnu que l'expertise vient des organismes. On n'est pas du tout dans une approche paternaliste où nous savons mieux qu'eux. Non. Les organismes communautaires connaissent leur population, le territoire. Ils ont développé leurs expertises. Le boulot du fédéral, c'est d'arriver avec des fonds à soutenir leurs expertises et non pas à dicter ce qui doit être fait. Il y a des initiatives intéressantes dans Hochelaga.
Il y a des communications qui sont en train de se faire. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de la mutualisation? On est à l'heure où le partage des ressources sera une force à activer. On est vraiment dans ces mécanismes-là, donc de partage de ressources. Je vous entends et je préfère vous donner l'heure juste, là. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les fonds et l'avenir à très court terme de ce projet-là est de compétences provinciales. Faites attention à ce qu'on vous promettra. En posture fédérale, on a certains leviers. Ce sera en partie mon boulot si vous m'attribuez votre confiance. Mais attention à ce qu'on vous dira parce qu'il y a des risques de poudre aux yeux dans tout ça. Je trouve souffrant le retard de ce projet-là. Je vais mettre tout en œuvre pour mettre dans ce que moi, je peux faire comme pression pour pouvoir faire débloquer le projet, mais dans le respect des compétences, sinon vous ne serez pas mieux servi. Mais clairement que l'Est accuse un retard, oui, en termes de services, mobilité, logement et offre alimentaire, assurément. Merci, Mme Ménard. Si je peux y aller? Oui. Si ça convient. Allez-y. De façon générale, je vais dire conditions de vie. Moi aussi, je laboure le terrain depuis fort longtemps, non seulement parce que je fréquente et j'habite pas loin d'ici, mais parce que j'ai été investie quand même assez tôt en 2025 et je suis allée à énormément de portes à la rencontre des gens. C'est ce qui est important pour moi, cette proximité-là. Je serai une députée, donc, de proximité à l'écoute des citoyens, présente dans les quartiers, qui est un trait d'union avec Ottawa. Donc, conditions de vie, parce que pour moi, ce que j'entends, c'est que dans les dernières années, et c'est de mal en pis avec la situation actuelle, avec la guerre tarifaire, c'est que les gens n'arrivent plus à boucler le mois. Ils en ont beaucoup trop sur les épaules. Donc, le panier d'épicerie coûte trop cher. Nous sommes le seul parti à offrir d'entrée de jeu un projet de loi qui va venir réguler les biens essentiels. Également aussi de transfert, et j'aime bien le commentaire sur les compétences constitutionnelles pour bien connaître la loi sur la santé au Canada et la compétence partagée, justement, pour transférer avec une gestion québécoise en santé. Un programme d'aide alimentaire aussi pour les enfants, transfert de fonds, parce que le programme existe déjà ici au Québec. Donc, renflouer les coffres de ce programme d'aide alimentaire-là. Tous les organismes que j'ai rencontrés, selon leur mission, qu'ils aient de l'aide aux devoirs, en hébergement, nourrissent systématiquement tous les gens qui cognent à leur porte. Donc, il faut non seulement subventionner, j'allais dire, augmenter les enveloppes pour les groupes communautaires, mais que ça inclut ce volet-là et qu'il soit financés de manière à ne pas à courir après leur queue tout le temps, c'est-à-dire par mission et non plus par projet. Et il y a une lourdeur administrative sur les organismes communautaires partout dans la circonscription. Oui, là, il faut rendre des comptes, mais la façon dont ça fonctionne actuellement, c'est vraiment très, très lourd et donc ils passent à côté de leur mission. Également, verdissement. Concrètement, quand on parle de conditions de vie, ça veut dire avoir un environnement qui soit sain. Et dans le quartier, ça veut dire, oui, dans le petit Beaubien, avoir du support du fédéral pour ce verdissement-là. Mais j'ai aussi rencontré les citoyennes et les citoyennes proches de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui craignent pour leur jardin communautaire et pour leur parc sur la rue Châtelain en raison justement des travaux qui s'en viennent. Ça, c'est important de protéger ces espaces verts-là, je vais le dire comme il faut, mais subventionner donc le verdissement un peu partout dans ces endroits-là. Il faut évidemment continuer et augmenter parce que absolument rien n'a été fait là, au niveau du transport collectif avec des projets structurants dans l'Est. Et l'économie locale, circulaire et verte, ça va avec des programmes pour les PME et les commerces également. Mais enfin, je vais aller sur les coopératives et le logement en général. Moi, j'ai habité dans une coopérative d'habitation qui a été fondée par du financement, la SCHL, purement fédéral, laquelle s'est retirée avec les gouvernements conservateurs et libéraux par la suite. Ces programmes-là ont complètement disparu. On en a besoin de programmes de coopératives qui soient financés par le fédéral, mais également pour les groupes communautaires. Parce que avoir un toit, c'est le début de tout. C'est le début des services. C'est le début de l'accès à une travailleuse sociale qui passe, à avoir une adresse pour recevoir son chèque et ainsi de suite. Donc, il faut aussi développer avec le logement social et nous, ce qu'on met de l'avant, c'est aussi le retrait de logements hors marché. On a fait l'identification dans la circonscription, je me dépêche, l'équipe et moi, et on a déjà identifié tout près d'ici une quarantaine de bâtiments
où on pourrait, donc, qui sont vacants, qui peuvent être retirés du marché pour créer, rénover logement social avec notre bois d'œuvre québécois. Et j'y vais aussi... conclusion, oui, s'il vous en plaît. conclusion, deux projets. On a 40e et Bellechasse ici, il y a une église, justement, dont la vocation va être une vocation collective. On pourrait faire, donc, un centre avec du logement social qui est juste ici, là, la 40e Bellechasse, avec un programme comme coopérative à la fois et du logement social. Et, Rapidement, s'il vous plaît. oui, un centre sportif parce que ça manque aussi également les espaces sportifs dans la partie Merci. est Il y a de du la temps encore. circonscription. Hein. Il y a plein de questions Tant qui de s'en choses viennent. à dire. Monsieur Pirot? Pour vrai, merci pour ça. En fait, Julie, c'est exactement ça. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie des enjeux les plus importants. Après ça, moi, ma crainte, parce que je vois les élections arriver, puis je vois aussi les promesses. En fait, ma crainte, c'est la question qu'on va nous poser, c'est mais où on peut trouver les subventions, où on peut trouver l'argent pour ce genre de projet-là. Tu sais, ça semble comme trop pour être vrai. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas. Je pense que tu sais, on est quatre ici à essayer de dire que on est plus ou moins d'accord sur les enjeux. Right? Et donc, la réponse ici, c'est moins, on est d'accord que la crise du logement, c'est un problème. Il n'y a personne ici qui va prétendre le contraire parce qu'on ne veut pas vous prendre pour des caves, avec tout le respect et amour. Excusez, je ne sais pas si je peux dire ça. Mais en gros, c'est juste de dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être un débat ça va être une discussion polie et respectueuse sur c'est quoi nos solutions, en fait. Et pour moi, je pense que pour la base du problème, je pense qu'il faut vraiment revenir au fait que la façon dont notre système fiscal canadien fonctionne, il n'a pas été modifié fondamentalement, il n'a pas été modernisé depuis les années 60 et on ne taxe pas aux bons endroits. T'sais, on sait que le 0,1 % de la population canadienne va payer comme 1 sur leurs taxes. Et donc, quand on parle, puis là, j'entends que M. Carney a plein de belles qualités, mais quand j'entends qu'on va diminuer le capital gains tax, yeah, ça, c'est dangereux. J'ai l'impression que ça crée une dynamique où, en fait, ce qu'on voit, c'est un problème lié à la façon dont on va chercher nos ressources. Tout ce qu'on veut faire, c'est possible, mais là, la façon dont on va chercher nos ressources, c'est un réel enjeu. Et donc, quand on parle de combattre les inégalités sociales, je pense que si on veut aller au fond des choses, il faut qu'on parle de paradis fiscaux, il faut qu'on parle de la façon dont on taxe les ultra-riches versus le reste de la population, et donc qu'on ne vienne pas nous faire croire que ce n'est pas possible d'avoir ce genre de projet-là. C'est une question de courage politique, c'est une question d'authenticité. Je pense qu'un des plus gros enjeux en ce moment, puis je parle de Rosemont-Est, mais je parle en général, c'est justement le pouvoir qu'ont les lobbies sur nos gouvernements. Je pense que, on sait qu'on a eu 28 000 rencontres avec les lobbies en 2023 avec le gouvernement fédéral. Ça, c'est autour de 75 lobbies qui rencontrent nos ministres par jour. Et donc, qu'on garde en tête, en fait, que la plus importante chose qu'on peut faire en tant que candidat et candidate, j'ai l'impression que c'est d'être honnête avec vous. Et j'ai l'impression qu'un des plus gros enjeux en ce moment, c'est qu'on ne l'est pas. Parce qu'on prétend qu'on n'a pas les ressources pour faire ça, qu'on n'a pas l'argent pour faire ça, qu'on n'est pas capable de le faire. C'est une question de courage politique, c'est une question d'authenticité. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ça qu'on devrait se garder en tête. C'est ça qu'on se doit de prendre en considération. Parce que le plus gros problème qu'on a, c'est justement la langue de bois, c'est l'idée qu'on est incapable de faire ce qu'on ambitionne de faire. Et donc, c'est ça, j'en reviens au fait qu'on se doit collectivement d'en demander plus de nos élus parce que justement, on est tout le monde plus ou moins d'accord sur les enjeux, puis on va débattre sur le comment, mais rappelons-nous que le comment est rigged contre nous, en fait. Et donc, on se doit d'avoir un standard très haut pour nos élus parce qu'on est censé vous représenter. Et donc, si on est pour vous représenter, il faut qu'on soit honnête avec vous. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire en ce moment, c'est de vous dire qu'en ce moment, on ne l'est pas. Voilà. Merci, M. Pirot. Donc, ça clôture la deuxième partie de la soirée. Là, on va accélérer le rythme un peu, surtout pour vos réponses. Je vous ai laissé du temps. Vous avez tous débordé de 3 minutes. Là, on va resserrer ça à 1 minute 30. Ça veut dire que là, vous allez devoir être sur une réponse serrée quand même. Et dans la salle, il y a déjà beaucoup de questions. Le petit bol est comme plein. On va y aller au hasard. J'explique quelques principes de base. Si à la 8e question sur le logement, peut-être que je ne la prendrai pas, tu sais. Donc, concrètement, ça veut dire on vise une variété de sujets, on vise une variété aussi de profils, de personnes, etc. Donc, en fait, par rapport à ça, je vais me permettre des fois de
tasser une question afin de favoriser une plus grande variété de questions et de personnes qui posent des questions. On va commencer avec une première. Et grosso modo, vous allez poser vous-même la question et Geoffroy ou Jessica qui va arriver avec le micro. Un beau micro sans fil. Donc, la première question vient de Natalia. Je pense que c'est sur des enjeux d'accès. Donc, je vais laisser Natalia poser sa question. S'il vous plaît, vous le levez debout, ça va être plus facile pour vous entendre. 5 pieds 2, hein, fait qu'on doit se lever. Donc, mon nom, c'est Natalia Scatsendi. Je pense que j'ai une bonne mémoire. Fait que ma question, c'était, ça découle un peu de fin de discussion. Désolée, hein, je suis comme derrière, je me sens un peu baby, mais ça découle un peu de discussions que vous avez toutes un peu parlé. C'est oui, j'aime le fait qu'on mentionne qu'on ne veut pas donner trop de promesses, on veut donner plus de services, puis vous avez innové, mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment une question de manque de fonds, mais sans pour l'accessibilité, pour la garde, mais comme, enfants abordables, logement? Est-ce que c'est vraiment un manque de fonds ou on ne sait pas comment dépenser? Mettons, petit exemple, on dit toujours « Ah, si on gagne la loto, la 6, 49, 69, je ne sais plus. Ça montre que j'achète pas ça. J'aimerais mettre ça dans un fonds, je vais éclairer mes dettes, mais dans le fond, en statistique, les gens finissent plus en dette. Fait que est-ce que j'ai l'impression qu'on parle tout de projets, mais est-ce qu'on va reviser nos dépenses? Parce qu'il y a des coins qu'on pourrait couper. Mettons, les employés fédéraux, j'en sais une. Puis, mettons, en immigration, ça coupe 3300 postes, mais là, ça déquilibre, ça crée des enjeux pour des autres. Est-ce qu'il y a un projet, en fond, pour reviser nos dépenses? Pas juste dire, on va juste ajouter ça, parce qu'on est déjà en pénurie, il y a plein d'affaires qui arrivent, là, je n'ai pas tout nommé la liste, il y a d'autres mondes qui ont des questions, mais est-ce qu'on va réviser nos dépenses? Merci, Natalia. Qui veut se lancer? Je peux peut-être rapidement... Oui. Je dis toujours, là, il faut un aile gauche pour qu'un avion vole. Je dis toujours. Ça m'arrive de le dire, là. Mais c'est une des choses que moi, la pratico-pratique que je suis là, dans la vie, quand je prends un dossier, ce que je veux, c'est arriver à une fin. Fait que quand je me suis embarquée, puis c'est moi, je pense qu'on est pas mal toutes première fois candidates, c'est une des choses que moi, je voulais voir. Parce qu'on a souvent tendance à caractériser l'aile gauche comme étant des pelleteux de nuages qui vont nous dire à peu près n'importe quoi, mais dans les faits, ça ne s'opérationnalise pas, alors que je ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Quand on parle de mettre des prix, par exemple, sur le panier d'épicerie ou des programmes en aide alimentaire, puis qu'on sait que dans le secteur agroalimentaire, puis que les distributeurs, en fait, s'en mettent plein les poches, c'est facile d'aller, par exemple, pour ce genre de programme-là, aller chercher l'argent à ce niveau-là. C'est la même chose avec la spéculation financière, sur les logements privés. C'est une autre source de revenus. Donc, pour moi, ce qui est essentiel avec le NPD, ce qu'on met de l'avant, c'est selon les secteurs d'activité, quand on a un programme, on va chercher là où l'argent déborde, chez les gens qui en ont déjà énormément dans leur poche. Merci. Qui va enchaîner? Madame Ménard? Au Parti libéral, Mark Carney, après son assermentation, a été très, très clair. C'était presque une phrase totem, moins de dépenses, plus d'investissements. Ça fait partie, donc, de sa ligne de pensée. Lorsqu'il a été assermenté, évidemment, là, on était vraiment, vraiment dans l'actualité chaude des menaces des tarifs américains. Et vous avez entendu parler du cabinet de crise. Donc, il a réduit déjà la taille du cabinet. Ce n'était pas simplement politique. Il y a aussi une logique là-dedans en termes de coûts de l'État. Et vraiment, on n'a pas encore vu les fruits parce qu'on est en campagne électorale, mais ça fait partie de la pensée du Parti libéral de revoir de quelle façon, l'État dépense et après, ce qui va pouvoir percoler, évidemment, vers les citoyens. Donc, oui, c'est dans les préoccupations. Je réponds à votre question, madame. Donc, c'est dans les préoccupations du PLC de revoir. Donc, de quelle façon les dépenses sont possiblement tranchables. Madame Lessard? Oui, je peux me lancer. Écoutez, c'est sûr que c'est une question de priorisation. Nous, au Bloc québécois, on n'est pas un parti
pan-canadien, on est un parti québécois pour les Québécois. Fait que nous, là, les milliards de dollars qui sont donnés au pétrole canadien, là, idéalement, là, on les aurait ici pour notre industrie, nos logements, lutter contre le coût de la vie, construire des PME, etc., etc. C'est ce qu'on demande au Bloc québécois. Fait que c'est vraiment une question de priorisation. Puis le Bloc québécois va toujours lutter pour que le maximum d'argent, le plus possible, revienne ici au Québec. Moi, j'aurais quand même une interrogation pour ma collègue qui est libérale, à savoir comment ils vont couper les dépenses. Parce que moi, depuis le début de la campagne, de un, M. Carney l'explique pas. De deux, ils viennent tout juste de promettre des bonbons électoraux aux électeurs à coût de centaines de milliards de dollars. Donc, ça, c'est une question. Puis quand on parle de couper, parce qu'effectivement, le gouvernement Carney, au niveau de choisir qui était ministre et de réduire son cabinet, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est quoi qu'il a coupé? Le ministère de la Condition féminine et le ministère des langues officielles, donc la protection de notre français. Donc, encore là, c'est une question de priorisation. Puis qu'est-ce qu'il a gardé? Les ministères qui parlaient de monarchie et de bonnes relations avec le roi. Donc, encore là, question de priorisation. Moi, écoutez, ma priorisation, c'est la langue française, la condition féminine, le logement, le coût de la vie, les PME, l'environnement. Monsieur Pirot? Oui, en fait, je pense que c'est une question de priorisation. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est autour de 14 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles, aux pétrolières. On sait que cet argent-là, c'est pas de l'argent qui nous revient, c'est des entreprises privées qui ont rien à foutre de vous, pour bien être, genre c'est des pétrolières. Yeah, they do not care. Excusez l'anglais. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a entre 35 et 50 milliards de dollars par année qu'on pourrait aller chercher dans les paradis fiscaux, qu'on ne va pas chercher. Puis j'en reviens justement à ça. En effet, il y a une question de priorisation, mais il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on considère comme étant des ressources qui sont accessibles. Et on considère les ultra-riches comme étant tellement loin, tellement puissants, parce qu'ils nous convainquent de ça à coup de rencontres de lobby, que, en fait, un des enjeux qu'on voit, c'est justement quand on parle de comment avoir des ressources pour le pays, pour la province, pour le quartier, on va aller chercher l'argent dans vos poches, alors qu'on sait qu'il y a des milliards de dollars qui sont juste cachés quelque part. On voit des énormes subventions, on voit des enjeux liés à notre incapacité, en fait, à avoir une colonne par rapport aux enjeux qui pourraient potentiellement nous amener, en fait, moins d'influence de la part des multinationales, des grandes entreprises, des conglomérats immobiliers qui font de l'embourgeoisement constamment. Et donc, ce qu'on voit, c'est un énorme enjeu lié à, encore une fois, un courage politique puis une capacité à aller chercher l'argent où elle est. Parce qu'avec 35 milliards de dollars par année supplémentaires et avec 14 milliards de dollars de moins en subventions pour les pétrolières, la question ne devrait pas être qu'est-ce qu'on coupe. La question devrait être qu'est-ce qu'on fait avec ce bonus-là qui, en ce moment, ne fait que profiter aux ultra riches. Merci. On va enchaîner avec une autre question. La question vient de M. Julien Fauché. Donc, sa question porte sur la spécificité québécoise, je crois. Donc, il y a un micro qui s'en vient, M. Fauché. La question s'adresse à tout le monde, j'imagine? Oui, certainement. Parfait. Oui, salut, bonjour, moi c'est Julien. Puis en fait, ma question c'était, je veux dire, on est tous au courant de la situation tarifaire aujourd'hui. Je veux dire, sur nos fils d'actualité, le nom Trump pousse comme des pissenlits, là, c'est terrible. Puis dans ce contexte-là où le Canada est dans cette crise-là, je me demandais, qu'est-ce que vos partis proposent pour s'assurer que, pas comme ça s'est déjà vu dans d'autres enjeux, le Québec ne va pas être l'agneau sacrificiel. On a des grandes économies ici. On a un système agricole qui est débusé, on a l'acier, on a le lait. Puis, historiquement, le Québec a souvent servi de monnaie d'échange dans ces négociations avec les États-Unis. Comment est-ce qu'on va s'assurer, selon vos partis, de protéger les jobs ici, les travailleurs du Québec qui sont mis à mal dans un contexte d'inflation? Merci. Qui veut se lancer? Madame Lessard? Moi, je peux me lancer. Bien, c'est sûr, je l'ai dit un peu tantôt, le Bloc québécois, c'est simple, on va défendre les intérêts des Québécois, fait que c'est sûr qu'on va en faire notre priorité. Écoutez, tantôt, j'ai entendu ma collègue libérale qui disait « unifier fait la force ». C'est pas ce que l'Assemblée nationale nous a demandé. Il y a une motion qui a passé à l'unanimité dernièrement pour demander justement que, attendez, je vais la retrouver, que l'Assemblée nationale s'oppose à la volonté du premier ministre canadien d'instaurer une seule économie canadienne au lieu de 13. Donc, on voit, c'est pas ce que le Québec veut. Puis nous, au Bloc québécois, qu'est-ce qu'on priorise? Notre aluminium, notre bois, notre gestion de l'offre qui garantit les bas coûts puis la qualité des produits qu'on retrouve à l'épicerie. C'est important, c'est notre économie. Ça touche directement les gens de Hochelaga, les gens de Rosemont-Est, surtout avec
avec la hausse du coût de la vie. Donc, écoutez, nous, c'est sûr, le Bloc québécois, on va défendre les intérêts des Québécois. Puis l'Assemblée nationale, je me répète, là, mais l'Assemblée nationale l'a très bien dit, il faut parler du caractère unique du Québec, de l'économie unique du Québec et de la protéger, pas d'en faire une avec l'automobile de l'Ontario ou le pétrole de l'Ouest canadien. Donc, merci. Merci. Gérard Lemay. Oui, rapidement. Je vais juste poser la question suivante au Bloc, là, parce qu'on a déposé le projet de loi sur les emplois durables et la transition juste. Pour une économie québécoise qui soit forte et qui ne sera pas effectivement mise sur une table de négociation avec les États-Unis, ça veut dire effectivement respecter le fait français. J'ai moi-même habité en Europe où l'étiquetage est à peu près le multiple et n'est aucunement une barrière là, au commerce. Il faut développer l'énergie verte et c'est pour ça que je vais y venir après à ma question. C'est-à-dire l'éolien, le solaire, le géothermique. Il faut développer aussi notre autonomie locale et circulaire. J'en ai rencontré d'ailleurs plusieurs organismes là, qui travaillent en ce sens-là dans la circonscription. Et puis, on est extrêmement fort quand on s'associe avec nos voisins, que ce soit celui juste à côté en Ontario ou que ce soit celui en Europe ou que ce soit celui un petit peu plus au sud entre nous. Donc, c'est aussi développer ça sans mettre de côté nos priorités québécoises, notre culture et encore moins cette transition verte-là que nous, on met de l'avant au NPD là, en assurant les emplois des différents secteurs. On ne veut pas des voisins qui, économiquement, vont mal parce qu'on va aller mal, nous aussi. C'est le b.a.-ba en économie. Donc, il faut s'ouvrir, collaborer, tout en étant autonome et vert. En 2025, il n'y a pas une politique économique qui ne doit pas réussir le test de l'environnement. Merci. M. Pirot? Sure. Pour moi, ça passe à travers un renforcement du filet social. Je pense que le plus gros enjeu qu'on a en tant que... On va souvent parler du fait qu'on a peur que les travailleurs perdent leur job. Puis ça, c'est entre autres parce qu'on a peur de ne plus être en mesure de payer pour les choses de base. Je pense qu'un des enjeux les plus importants présentement, c'est vraiment de s'assurer d'avoir... Puis là, ça va revenir avec l'idée qu'on ne va pas chercher le cash où on pourrait aller chercher, mais d'avoir un revenu décent universel pour tout le monde dans un pays qui prétend être progressiste, qui prétend être développé, qu'on laisse encore des gens derrière. Ce que ça crée comme dynamique, c'est que ça crée une espèce de sentiment de constamment être apeuré de tout perdre. On en revient avec l'enjeu qu'on a peur de perdre notre toit, on a peur de perdre notre bouffe, on a peur de ne pas pouvoir s'occuper de nos familles, de ne pas pouvoir s'occuper des gens qu'on aime. Et donc, d'avoir un filet qui est en mesure de s'assurer que les gens n'aient pas peur de ces choses-là, pour moi, ça, c'est s'assurer d'être en mesure d'avoir un réel pouvoir de négociation avec Trump, parce qu'en ce moment, les tarifs font peur parce qu'on n'est pas capable de prendre soin de notre peuple. On n'est pas capable de prendre soin des gens qu'on est censé être en mesure d'aider. C'est ça la job d'un gouvernement. La job d'un gouvernement, c'est d'être capable de prendre soin de sa population, puis en échange, la population respecte les règles, la population s'assure de suivre, en fait, c'est ça, les lois. Pour quelqu'un qui fait de la désobéissance civile, c'est une des raisons pourquoi est-ce que... Mais justement, c'est une des raisons pourquoi c'est nécessaire d'en faire. C'est de se dire... Ah, vous devenez politicien, c'est bon. Voilà. On est politicien et militant. C'est le but, c'est faire la politique sur tous les fronts. Voilà. Merci, Mme Ménard. Oui, M. Julien, votre question était comment s'assurer que le Québec ne soit pas une monnaie d'échange. Toutes les sorties où M. Carney a pu le faire, il a été clair. Donc, le français, c'est non négociable. Et bien qu'il ait pour philosophie qu'une économie, ce sera toujours plus fort que 13, je suis un peu étonnée de la posture de ma collègue du Bloc parce que M. Legault a levé la main haut et fort à chacune des rencontres interprovinciales pour saluer la philosophie de M. Carney. Ça ne veut pas dire une homogénéité, ceci étant dit. Il reconnaît le relief propre à chacune des provinces et le Québec a en soi ses spécificités économiques, culturelles bien sûr, mais économiques aussi. Et personne n'a avantage à ce qu'on soit avalé et aplani, je dirais. Alors, c'est vraiment arrimé sur la philosophie donc, du parti. On le voit comme un avantage concurrentiel face aux États-Unis. Alors, on a tout avantage à garder nos spécificités, notamment au Québec. Mais si je Merci. peux me permettre de Répondre aux répondre. deux questions. Non. Non. Vous On lancez peut- des on peut- questions, on peut- vous voulez oui. vous interpeller. c'est C'est bon. des citoyens qui vous posent des questions. D'accord. On ne partira pas le débat entre vous. Ouais, c'est On ça. est là pour répondre aux citoyens dans un premier temps. Ou vous utilisez votre une minute et demie pour répondre indirectement à ce que la personne a dit avant. Ça vous appartient. Les citoyens traiteront l'information puis feront leur opinion. Ça va? Oui, bien sûr. Donc, on va y aller en
Comparé. 1 minute et demie. Le thème femme. La personne qui va lancer l'impro, c'est David. Oui. Le micro s'en vient. Parfait, bonjour. Donc, mon nom est David. Je pose une question surtout aux 3 candidates. Ma question est sur femmes, mais mon collègue du Vert peut bien le répondre. L'avortement, les droits des femmes, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup dans cette campagne. Je pense même il y a un sondage Angus qui dit qu'il y a seulement 1% des personnes canadiennes, québécoises qui se couchent le soir en pensant à ce qui va arriver aux droits des femmes. Pourtant, c'est quand même une préoccupation qui, pour les femmes, surtout dans Rosemont-Est, dans pas mal de quartiers, c'est 50% de la population. C'est des préoccupations qui sont sérieuses. On n'a pas le candidat du Parti conservateur, puis ça tombe bien parce que ça aurait peut-être été dommage de rappeler que 100% du caucus conservateur depuis 2023 est considéré comme étant anti-avortement. C'est pas le cas des autres partis à certaines exceptions. Fait que je voulais vous entendre sur les engagements au niveau des préoccupations, surtout au niveau des femmes. J'en suis pas une, mais je partage quand même les préoccupations. Ayant beaucoup de collègues à moi dans mon entourage qui sont extrêmement préoccupés, qui pensent aussi qu'on ne parle pas assez d'elles et de ce qui est pourtant, encore une fois, cette élection à risque. Merci. Qui veut Ouais, se je peux lancer? me lancer. Madame Ménard, allez-y, oui. C'est intraitable, indénégociable au Parti libéral, la protection, pas juste la valorisation, mais la protection du droit des femmes à choisir. C'est pas que c'est pas une question, que c'est pas un enjeu, c'est que pour nous, voilà notre posture, le droit des femmes à choisir. Et pour avoir habité hors Québec, l'avortement est un soin médical. Et il n'est pas accessible à largeur égale partout au Canada. Si en tant que député, je peux favoriser l'accès à ce soin-là, que ce soit en discussion, en travaux avec mes collègues pan-canadiens ou ici, directement, là, on est dans Rosemont-Est, sachez où je loge, je défendrai bec et ongle cet accès à ce soin médical, il faut le rappeler, et donc la protection de ce droit. Merci. Si je peux me permettre, c'est mon macaron qui est toujours sur mon manteau, c'est « Je vote pro-choix ». Donc, je pense qu'il va y avoir consensus à la table sur cette question-là, mais il faut se rappeler que c'est pas un droit, mais une décriminalisation, et que les droits des femmes et des groupes historiquement marginalisés, exclus dans notre société, réduisent comme peau de chagrin dans notre société où les discours de la haine et la montée de la droite arrivent de partout. Moi, personnellement, Julie Girard-Lemay, c'est la raison pour laquelle je me suis présentée à cette élection-ci. Je travaille au quotidien dans le cadre de mes fonctions avec des groupes qui, en milieu de travail, sont violentés, persécutés en raison de ces discours-là de la haine, et on en est rendu à défendre notre État de droit et nos droits fondamentaux, et c'est pour ça qu'on a besoin de se mobiliser à Ottawa, mais se mobiliser en ayant en tête que c'est très, très fragile. Et oui, il faut assurer l'accès, mais il faut aussi assurer un espace de liberté à l'ensemble des groupes. Donc, pour moi, la question de l'avortement s'inscrit de manière beaucoup plus large à notre possibilité d'être quand on est différent de l'homme blanc de 55 ans. Donc, c'est de dire que tout le monde... comprenez ce que je veux dire? C'est d'avoir la possibilité d'être ce que l'on est également aux autres. Madame Lessard. J'aimerais commencer par souligner un bon coup, effectivement, un peu comme Julie le fait. On est 3 femmes ce soir pour le NPD, les libéraux, le Bloc québécois. Les femmes sont encore minoritaires en politique, puis moi, j'étais vraiment contente quand j'ai vu les pancartes fleurir, quand j'ai appris vos noms, que ce soit des femmes. Je suis contente d'être assise à côté de vous. Je vais le répéter quand même, parce que c'est important, malgré ce que la candidate libérale nous a dit. Marc Carney a aboli le ministère de la Condition féminine. Moi, je trouve ça inquiétant. On en a parlé dans un contexte où nos voisins du Sud restreignent le droit à l'avortement. Moi, ça m'inquiète. Donc, je vous laisse sur cette réflexion, peut-être. Au Bloc québécois, on est clair depuis le début. On est pro-choix. On va encourager l'avortement. Au Québec, c'est clair. Ça fait l'unanimité. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les provinces canadiennes. Nous, on va continuer à travailler pour ça. Je pense que le Québec, on est une province qui est progressiste. On le voit avec nos CPE. On voit le nombre de femmes aussi qui sont sur le marché du travail, qui est la province la plus nombreuse où les femmes travaillent. Donc, je pense que ça vous dit beaucoup de choses. Donc, ma position est assez claire. Puis, effectivement, moi aussi, sur mon manteau, j'ai un stérilet pour
partager mes convictions. Si vous permettez, je répondrai à quelques petites questions qui m'ont été posées. Quand on parlait... Non, le sujet, c'est les femmes. Oui, mais là, est-ce que je peux relancer, parce qu'on avait dit que dans Il vous une reste minute et 15 demie... secondes. OK, bon, ben, ça va être tout pour moi. Merci. En 15 secondes, on peut lancer 2-3 punchs. Là. Madame Ménard, aviez-vous un manteau puis un macaron? J'ai un bâton, j'ai pas de macaron. C'est vrai. À vous la parole. Moi, j'ai répondu. Elle a répondu. Oui, C'est excusez-moi. bon, elle a répondu. OK, c'est moi qui est dans le champ. Là. J'ai toujours pas changé de position par rapport à ma réponse d'il y a 2 minutes. J'étais tout content. Monsieur Pirot. Ben oui, absolument. J'apprécie qu'on... Ben oui. C'est ça, justement, je pense qu'il n'y a pas de désaccord ici, évidemment. Je pense qu'un des enjeux importants, c'est aussi de s'assurer qu'on soit en mesure d'aider les groupes communautaires qui travaillent sur le terrain activement pour les groupes, pour les personnes marginalisées et les femmes principalement. On parle de Marie Debout dans Hochelag qui est comme vraiment, vraiment en besoin en ce moment. Comme c'est comme absurde à quel point ils sont sous-financés. Et donc, juste s'assurer qu'on garde en tête que, justement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment plus large. Et en effet, je pense que genre, d'enlever le ministère, c'est quand même un enjeu qu'on garde en tête. Genre, on va nous dire que c'est symbolique. C'est le message que ça envoie. Et En justement, conclusion? c'est aussi... Et s'assurer, c'est ça, juste c'est quelque chose d'important aussi, mais on parle de stages payés également. C'est quelque chose qu'on voit qui est beaucoup plus difficile pour les femmes à avoir, des stages payés. Tout ce qui est beaucoup plus masculin comme job, on va avoir des stages qui sont très, très bien payés. Et pour les jobs qui sont considérés plus féminines, on va voir des stages qui sont non rémunérés. Et donc, ayant en tête que c'est un enjeu qui est très, très important et très, très large. Voilà. Merci. On va enchaîner avec une autre question. La quatrième vient du comité logement Rosemont. Monsieur Laporte. Moi, contrairement à la dame ici, j'ai pas de mémoire, donc j'ai un papier. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer le candidat du Parti conservateur parce que j'apprécie personnellement son absence, ce qui me fait une libération de l'esprit. Donc, merci beaucoup, monsieur le candidat du Parti conservateur. Ma question s'adresse à tout le monde et vous avez des programmes politiques, donc vous pouvez évidemment répondre avec le programme politique selon la question que je vais poser, mais permettez-vous aussi de dire, nonobstant le programme politique, je vais défendre ceci en regard de la question. Donc, étant donné les crises du logement que nous subissons, hausse des loyers, pénurie, financiarisation à outrance, étant donné que dans la hiérarchie des besoins, les locataires sont à prioriser, vous engagez-vous à ce que toutes les sommes d'argent dédiées à l'habitation soient investies pour le logement social? La question, ça va ou vous voulez... Oui, juste le- vous voulez le savoir si situer toutes un peu plus, les ouais. j'ai juste pas compris toutes les sommes. Ah, micro, s'il vous plaît, monsieur Laporte. C'est juste la fin. Toutes les sommes que le gouvernement fédéral investirait dans l'habitation, parce qu'il y a des congés de TPS pour les propriétaires, il y a ci, il y a ci, il y a ça, donc, ou les crédits, peu importe, toutes ces sommes-là seraient dédiées au logement social. Seriez-vous d'accord? C'est une question hypothétique. Non. C'est une question de volonté politique. Donc, vous saisissez bien la question? Oui. Monsieur Pirot, motivé, allez-y. Oui, absolument. 100%. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que les propriétaires n'ont pas besoin de plus de notre cash. Je pense que ces gens-là se portent relativement bien, contrairement au fait que nos locataires se portent relativement mal. Et donc, dans ma tête, ça suit cette logique-là d'essayer de ne pas marchandiser des besoins de base. On parlait de mettre un cap sur les besoins de base. Avoir un toit sur la tête, c'est un besoin de base. Qu'on essaie de se faire un profit par rapport à ça, à mon avis, c'est absurde. Nonobstant les lignes de parti, je pense que c'est criminel. D'essayer de mettre le profit au-dessus de la vie, c'est quelque chose qui fondamentalement détruit nos sociétés. Et donc, à mes yeux, oui, évidemment, notre objectif ici, c'est mon objectif, nonobstant les lignes de parti, parce que c'est évidemment de favoriser en fait les gens qui ont le plus besoin du soutien gouvernemental. Et à mon avis, ce n'est pas les gens qui sont en mesure de se payer un duplex. C'est les gens qui sont pognés à vivre dedans et à être stressés par rapport à est-ce que je vais me faire
Rénovinci, c'est la version française, Rénovinci. Voilà, donc oui, absolument. Merci. Madame Ménard? Oui, mais ça fait vraiment partie des priorités du gouvernement. Lorsqu'on a nommé qu'il y avait une crise du logement et qu'on affirme qu'on retourne dans la construction résidentielle, il y a un message fort d'accuser un retard et de se désengager du privé pour finalement offrir des options aux gens. Le montage financier, vous saviez très bien que ça va passer notamment par le ministère donc des Finances. Et je pense qu'en nommant qu'on veut aller soutenir les locataires en parlant de logements abordables, de coop aussi, il y a une volonté forte. Après ça, est-ce que je peux vous dire que ce sera 100 92 ou 87 Je ne suis pas sûre que ça vous satisfasse de toute façon ce soir, un pourcentage quelconque qu'on sortirait là d'un chapeau. La priorité du gouvernement libéral, c'est de soutenir avec des logements abordables les Canadiens. Ça a été nommé comme priorité. Merci. Pourtant, il a aboli d'entrée de jeu le gain en capital sur la vente de propriété. C'est assez surprenant. Donc oui, ces gains-là devraient être investis, pas le gain, mais la taxation sur ce gain-là en logement social. Puis même, on va plus loin que ça, c'est-à-dire que l'enjeu du coût du loyer, on le prend toujours d'une perspective là, de contrôle par réglementation, alors qu'il y a les coûts de propriété qui augmentent, la propriété privée augmente, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Et donc, évidemment, les propriétaires se retrouvent à pelleter sur les locataires cette augmentation-là du coût de la propriété parce qu'il n'y a pas de mécanisme de régulation, soit des taux hypothécaires. Donc, il faut aussi envisager là, ces avenues-là pour faire en sorte que ce n'est pas le contrôle sur le loyer qui fonctionne, mais bien l'ensemble des règles qui régissent notamment là, les taux hypothécaires. Donc, nous, ce qu'on veut aussi, c'est interdire la spéculation sur le logement. Le logement, c'est un droit. On l'a bien dit, ce n'est pas un bien. Quand je fais du porte-à-porte, on voit dans les boîtes aux lettres, parce que déjà, une loi là, qui interdit au niveau international les entreprises là, internationales à venir investir ici sur notre parc immobilier, mais nous, on en veut un projet de loi qui soit aussi ici au Canada. Donc, je vois donc des petits messages là, qui ont l'air d'avoir été écrits à la main par quelqu'un qui serait intéressé à acheter votre immeuble. Dans Hochelaga, là, c'est systématique. Donc, ça, c'est la technique Starbucks là, par ces entreprises-là. Donc, il faut donc, oui, aller chercher l'argent, mais aller plus loin que ça. Il faut réglementer cette attaque-là à nos immeubles partout dans la circonscription par les grandes entreprises. Merci. Madame Lessard? Le logement, c'est un enjeu qui me touche particulièrement parce que je le vis moi-même. Je l'ai dit, j'habite à côté du stade olympique avec mon conjoint. J'utilise souvent l'image qui est vraie. On peut quasiment se faire cuire nos œufs sur notre lit. Donc, ça vous donne une idée. Notre bâtiment où on habite, là, où il y a plusieurs logements, était à vendre, il a été racheté. On a été très chanceux de trouver propriétaire. Donc, ça me touche. Je veux juste rappeler que la crise dans laquelle on vit, c'est dû au définancement, notamment du gouvernement fédéral qui date des années 1990, notamment du gouvernement libéral de Michael Ignatieff. Donc, c'est juste pour rappeler tout ça. Quand on parlait de logement social, parce que c'était la question, à savoir si 100% des sommes allaient dans le logement social, nous, au Bloc québécois, on va réclamer un transfert sans condition au Québec de toutes les sommes investies en logement. Puis ça va être à Québec de décider qu'est-ce qu'ils font avec ça. Mais je veux rappeler qu'il y a le logement social, il y a le logement abordable, il y a le logement étudiant, il y a les logements de coopérative. Donc, c'est des types de logements qui sont quand même importants. Mais effectivement, il faut plus de logement social. Je suis d'accord avec vous. Merci. On enchaîne. Une question du web. Richard. Donc, Richard pose la question à tout le monde. Comment les candidats voient la différence évidente qui existe entre les enjeux d'Hochelaga et ceux de Rosemont-Est? Donc, comment vous distinguez les enjeux entre Hochelaga et Rosemont-Est? Si je peux aller rapidement, oui, bien... On a parlé tantôt de désert alimentaire, le développement du petit beau bien, l'accès, le soutien aux commerçants, aux PME. Il y a aussi le transport en commun. On a parlé le transport collectif financé, le développement de ce transport collectif-là ici dans Rosemont-Est. Donc, pour moi, la question du développement de l'accessibilité et de la vitalité, je dirais, est un enjeu. Et le verdissement, on l'oublie beaucoup, mais il y a aussi un enjeu de verdissement qui est différent de celui là, des enjeux d'Hochelaga plus au sud là, sur les questions environnementales auxquelles j'ai fait référence un peu plus tôt. Donc ce seraient ces trois éléments-là là, qui sont importants pour moi et que les citoyens et les citoyennes là, m'ont rapporté, évidemment.
Madame Ménard? Oui, la trace du passé industriel est beaucoup plus visible dans Rosemont-Est. Et comme on est à l'heure donc du développement de l'Est, on aura des questions de société à se poser sur ce qu'on privilégie. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Donc, quant au verdissement, on aura à se créer, à rêver, en fait, de milieux de vie qui seront inspirants, qui seront sains, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Dans Hochelaga Maisonneuve, il y a une concentration très, très importante d'organismes communautaires. C'est vraiment moins le cas. Puis avec votre introduction, on en voit un bel exemple. Il y a de l'espace pour pouvoir imaginer donc un territoire davantage occupé par les organismes communautaires. Et là, il y a une distinction à faire entre ce qui se passe du côté, même s'il n'y a pas de frontière, entre Hochelaga Maisonneuve et ce qui se passe ici dans Rosemont-Est. Madame Lessard? Oui, à défaut de répéter, parce que c'est des choses qui ont été dites par mes collègues et que j'ai dit en entrée de jeu, effectivement, les organismes, c'est important. Il y en a beaucoup plus dans Hochelaga, dans Maisonneuve également, qu'ici dans Rosemont-Est. On a parlé du désert. C'est pour ça que je parlais de PME, notamment stimuler la création de PME dans Rosemont-Est, parce que je l'ai dit, je le répète, quand on va aller prendre un café dans Rosemont-Est, c'est tout qu'un défi d'en trouver un qui est ouvert à des bonnes heures. On parlait d'épicerie. Il y a le IGA, il y a une petite épicerie de quartier, sinon c'est pas mal tout. Donc, IGA, c'est quand même assez dispendieux. Il faut plus d'épicerie, il faut plus de PME. On parlait du transport, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi d'entrée de jeu. Hochelaga est quand même bien desservi en transport. Rosemont-Est, beaucoup moins. C'est pour ça que je parlais du projet structurant de l'Est, que le Bloc allait mettre des sommes là-dedans pour encourager le projet qui est soutenu par Québec notamment. Donc, c'est des particularités de Rosemont-Est. Puis, je l'ai dit d'entrée de jeu, il ne faut pas oublier la tarte sur le coin du comptoir. Le Rosemont-Est mérite d'avoir tout l'amour qui lui est dû. Merci. En effet, je ne sais pas ce que je peux rajouter. Je me sens qu'on a dit 3 fois la même chose. Juste se rappeler, c'est ça que, tu sais, mettons, dans Hochelaga, on voit énormément de gros projets comme Raymond Logistique, puis que c'est une menace, en fait, qui est partout à travers la ville, et donc qu'on s'assure de garder en tête, justement, que c'était industriel et que c'est toujours en risque de redevenir si on n'est pas capable de comme, garder les choses abordables. Et donc, juste à garder en tête qu'on se doit de se battre, justement, pour s'assurer qu'on ne laisse pas la place, justement, aux grands conglomérats immobiliers n'importe où. Voilà. Merci. Je prendrais une mini-pause, pas une vraie pause, une mini-pause de questions des citoyens pour me retourner vers les candidats et candidates. Je sens que vous avez le goût d'en découdre un peu. Je vous sens là, dedans, là, vous posez les questions, vous avez le goût d'interpeller les collègues en avant. Donc, je vous donnerai chacun un droit de réplique de 1 minute et demie sur ce que vous voulez. Est-ce que ça vous tente? Oui, je vais aller rapidement. Non, oui, il y a des motivés. Ouais. Madame Girard-Lemay, Oui. lancez-vous. Ensuite, on va enchaîner avec ceux qui veulent prendre 1 minute et demie de droit de réplique. Je suis toujours surprise sur 2 choses, en fait. Il y a 2 éléments là, sur lesquels je voudrais revenir. J'ai bien entendu Rose parler là, de la défense des droits des femmes, puis à chaque fois, j'ai toujours, pour quelle raison le Bloc a toujours voté comme les conservateurs sur tellement de projets mis de l'avant pour défendre justement les droits des femmes. Quand on parle d'avortement, on parle d'abord et avant tout de contraception. Et nous, le NPD, on l'a mis de l'avant. Puis, je vais l'expliquer de la façon suivante, la question du partage des compétences en droit constitutionnel. Quand il n'est pas occupé, ce champ-là, par la province, le fédéral peut faire le programme, puis le jour où la province lèvera la main, l'argent sera transféré à la province. Pour l'heure, ce n'est pas le cas au Québec, et vous vous êtes quand même opposé à à ce projet-là, tout particulièrement de la contraception gratuite, de l'assurance médicaments, notamment. Même chose pour les soins dentaires, alors que tous les jours, pour vrai, là, j'ai quelqu'un qui me dit que ses dents, il a pu aller voir un dentiste. Et ça, c'est pour ça que je me suis engagée. Sur la question du logement, je n'ai pas le choix que de t'interroger, Marie-Gabrielle. Comment est-ce qu'on peut dire ici que c'est une priorité alors que ça fait 8 ans qu'il n'y a aucun financement, si ce n'est qu'à la pièce très spécifiquement? Moi, je tombe en bas de ma chaise. Donc, voilà pour mon 2 minutes de réplique. 1 minute et demie, c'est bon. Il y a 1 minute 15 de prix. Qui veut se lancer? Moi, je peux Madame répondre. Lessard, allez-y. Effectivement, personne ne peut être contre la contraception, personne ne peut être contre les soins dentaires, personne ne peut être contre les médicaments. Moi, notamment, mon conjoint est diabétique, là, donc j'en sais quelque chose. Une chose est sûre, c'est de l'ingérence. Québec a demandé spécifiquement, encore à l'unanimité, une compensation financière sans condition équivalente à sa juste part des fonds du programme fédéral des soins dentaires qu'il n'a jamais eu. 1,7 milliard de mémoire manquant.
À la place, qu'est-ce que les libéraux et le NPD ont décidé de faire ensemble? C'est de donner 2 milliards à une compagnie privée, Sun Life, pour gérer tout ce qui était programme de soins dentaires et programme de contraception. Moi, j'ai un problème parce qu'il y a des infrastructures là, qui ont besoin d'amour au Québec, une administration provinciale qui existe. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces fonds-là n'ont pas été versés à Québec sans condition pour que eux-mêmes appliquent ces services-là dans notre beau service public qu'on doit entretenir. Merci. Madame Ménard? Oui, ben en fait, célébrons quand même que le régime canadien de soins dentaires, c'est loin d'être parfait, mais c'est historique. Et on n'en avait pas au pays. À partir du mois de juin, donc, il sera ouvert à tous. La tranche des 18-64 ans y auront droit. Et comme mes collègues, je fais beaucoup de porte-à-porte depuis les derniers jours. Et en effet, là, pour plusieurs familles, puis j'en suis, venant des arts et la culture, non, j'avais pas ça, des assurances privées. Et pendant de nombreuses années, c'est en effet des frais très, très onéreux. Puis ça a changé la donne pour certaines familles. Alors, c'est l'une des réalisations du Parti libéral. Il n'y a pas de système parfait. Je dirais que c'est l'un des premiers beaux avancements pour notre société. Puis, d'un point de vue personnel, de faire entrer les soins dentaires dans le grand parapluie des soins médicaux, j'adore ce que j'entends et non pas un morcellement du corps. Monsieur Pirot? Oui, absolument. Sur les soins dentaires, je veux dire, je pense qu'on est d'accord sur bien des affaires. En fait, moi, mon enjeu, c'est vraiment de s'assurer que... Ma crainte, c'est que j'ai personnellement aucune confiance en Carney. Je pense qu'un des plus gros enjeux en ce moment, c'est justement, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est le keffieh palestinien parce qu'on voit un génocide qui arrive sous nos yeux et qui est financé par nos bombes, qui est financé par, en fait, des choses qui arrivent au Québec. On a General Dynamics au Québec. Et on a Carney qui nous dit qu'il ne va jamais politiser ce genre de choses et qu'il refuse d'utiliser le terme génocide malgré le fait que la Cour de justice internationale a demandé des mandats d'arrestation contre le premier ministre israélien. Et donc, moi, ce serait ça, en fait, ma réflexion, ce serait, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est énormément de belles paroles et très peu d'actes. Puis on en parlait tantôt de comme, il ne faut pas juste parler, il faut aussi agir. Ce qu'on voit, c'est un soutien et une complicité par rapport à un génocide en cours. J'ai même amené la convention Genocide Convention, et on se rappelle qu'à l'article 3, ça nous dit que si on est complice dans un génocide, on se doit d'être puni en tant que nation. C'est honnêtement quelque chose qui devrait être plus sur la table, et en ce moment, c'est quelque chose sur lequel je ne peux absolument pas faire confiance aux personnes présentement ici. Ici. Au parti libéral. Et à Carney en particulier, qu'on défend depuis tantôt, mais que c'est un banquier. Voilà. Parfait, merci. Bon, ben le droit de réplique est passé. On va maintenant retourner vers le public. Il y a une question ici dans la salle. La personne désire être anonyme, donc je la pose tout de même. Qu'entendez-vous entreprendre pour lutter contre la précarisation des aînés ainsi qu'à l'égard de l'isolement qu'ils et qu'elles vivent? Donc, la question sur la précarisation des aînés et leur isolement. Je me lance. Donc, évidemment, je viens de citer le régime de soins dentaires. Ça a été la première tranche à en bénéficier. Ça a permis de donner un peu d'air dans certains budgets. Le Parti libéral a bonifié la pension de la sécurité de la vieillesse ainsi que donc le revenu garanti. Encore une fois, je reviens avec cette phrase, vous allez souvent l'entendre. Rien n'est parfait. C'est pour ça que je me lance en politique aussi, parce qu'on doit demeurer agile. En ce moment, avec la guerre tarifaire, Mark Carney a rapidement développé certaines initiatives. Elles seront temporaires parce qu'elles seront en constant ajustement. Et pour les aînés qui détiennent un fer, donc un rire, qui donc se transforme à 71 ans, et on est en train de développer des mécanismes pour pouvoir donner un peu de flexibilité financière aux aînés. Il y a ça qui est sur la table. Je vous ai parlé de mon inclinaison vers les organismes communautaires. Briser l'isolement, ça passe aussi par un réseau. Il en manque d'organismes communautaires dans l'Est. Et avec cette vision-là de rassemblement, d'unification, il y a quelque chose d'intéressant à imaginer pour que des petites collectivités puissent aussi, justement, être de moins en moins en solo et avoir ce filet qui se resserre. C'est l'un des enjeux qui est cher à mon cœur. Je parle au « je ». Et je serai emballée, enthousiaste d'œuvrer à soutenir certaines initiatives qui vont permettre ça, donc, entre autres, de briser l'isolement des aînés. Merci. Madame Lessard, suivie de Madame Gérard-Lemay.
Nous, au Bloc québécois, qu'est-ce qu'on propose? C'est pas temporaire, c'est permanent. Puis on l'a même proposé lors de la dernière législature. Fait que c'est plus que quelque chose qu'on est arrivé aux élections. Ce qu'on propose, c'est un projet de loi concret pour hausser les pensions de vieillesse des 65 à 74 ans. Parce qu'en ce moment, il y a une inéquité au travers les aînés. Donc, c'est rétablir c'est d'enlever, en fait, cette inéquité puis que tout le monde soit juste. Également, d'augmenter de 10 toutes les pensions qui sont accordées. C'est le projet C319, si vous voulez aller voir. On augmente aussi le revenu à l'abri de l'impôt de 5 000 à 6 500 $. Donc, les aînés qui décident de retourner sur le marché du travail, qui soient plus pénalisés pour être des citoyens actifs par rapport à l'isolement. Encore une fois, le projet Nouveau Horizon, pour être plus précis, que le Bloc québécois avait proposé, lutte contre l'isolement des aînés. Et je pense notamment à promouvoir le bénévolat auprès des aînés, à permettre aux aînés de participer à la société à titre de mentor dans des projets intergénérationnels, comme des garderies, offre une aide à l'immobilisation des projets nouveaux ou existants destinés aux aînés. Donc, c'est tous des projets qui ont été proposés. Puis, je veux revenir à la pension des 65 à 74 ans. Ça a été adopté par tous les partis, puis à la dernière minute, les libéraux nous ont laissé tomber. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas adopté c'est pas adopté dans nos lois, c'est pas adopté comme projet de loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont 66, 67 ans reçoivent pas un chèque qui est supplémentaire à ce qu'ils recevaient déjà. Donc, on continue à se battre, puis on espère qu'on va pouvoir réussir à le faire passer. Du moins, on va se battre pour le faire. Merci. Madame Girard-Lemay. Oui, au niveau de la protection, évidemment, des pensions et bonifications, c'est la politique qu'on a toujours mis de l'avant et qu'on a toujours défendue au Parlement, le NPD. De la même façon aussi que l'accessibilité universelle là, de nos bâtiments, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, de rendre l'ensemble des organismes et de l'ensemble des commerces, donc d'avoir des programmes qui visent à cette accessibilité-là universelle pour permettre aux personnes en situation de handicap ou âgées de pouvoir avoir accès aux espaces publics dans notre société. Et ce qui m'étonne aussi, là, c'est donc les programmes de logements sociaux et les programmes d'assurance médicaments que Mark Carney veut détruire actuellement, là, c'est ce qu'on on veut développer pour rendre justement la vie plus douce pour les personnes âgées. Absolument. Je pense que justement, il y a une question d'accessibilité qui est peu discutée dans nos politiques qui l'est aujourd'hui, mais qui en général l'est peu. Et donc, en effet, accessibilité aux endroits publics, accessibilité aux transports en commun. On sait que, justement, à mon avis, le transport puis la capacité de se déplacer, c'est en fait c'est un droit universel. Genre, c'est quelque chose qu'on se doit d'essayer de mettre de l'avant le plus possible parce que, justement, on parle d'isolement. Puis ça, on va essayer souvent de mettre en place, en fait, des façons pour que les gens viennent voir les personnes aînées. Et à mes yeux, en fait, un des enjeux les plus importants, c'est d'être en mesure que les personnes aînées soient en mesure d'aller voir n'importe où et donc de donner plus de liberté aux gens qui, justement, on le sait, ont plus de difficultés en termes d'accessibilité et donc qu'on soit en mesure de pousser ce genre de programme-là. Je pense qu'un revenu décent universel, encore une fois, c'est quelque chose qu'on se doit de mettre en place, un filet social qui est capable de réellement s'assurer qu'on laisse personne derrière. Parce qu'on réalise qu'on est incapable de faire ça dans nos sociétés. On l'a vu au moment de crise économique plus grave. On sait c'est qui les premières personnes qu'on laisse tomber dans nos sociétés. C'est les gens qui ne sont pas productives. C'est les personnes qui ne vont pas ramener à l'économie, entre gros guillemets, et donc essayer de, encore une fois, mettre la vie au-dessus de nos profits. C'est la base. Voilà. Merci. On va enchaîner avec une autre question. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu mettre leur nom. J'ai une préoccupation. Il y a peu de femmes qui ont posé des questions. S'il y a une femme qui a le goût de poser une question, je vous donne la parole. Donc, bonsoir. J'ai vu que pendant la soirée, vous avez parlé beaucoup de vos programmes sociaux, puis vos projets fiscaux, puis j'adore ça. Et je vois que c'est comme parce qu'on est québécois, parce qu'on est dans Hochelaga-Rosemont-Est, mais je veux aussi lever que le sentiment d'être tous ensemble, ça ne va pas effacer l'intersectionnalité. Et que juste parce que je suis québécois, juste parce que j'habite dans la circonscription, ça ne veut pas dire que je vais avoir le même accès à vos programmes sociaux que vous avez mis devant que tout le monde. Donc, je veux savoir si vous avez des plans concrets dans vos projets qui prend en compte l'inégalité sociale qui existe à cause de questions historiques ou je dis discrimination flagrante. Et sinon, si vous avez un genre de point de vue spécifique à cause d'expérience de vie qui promet que vous n'allez pas juste battre pour votre démographique, parce que oui, il y a 3 femmes candidates, mais il n'y a pas quand même une grosse diversité qu'on peut voir. Donc, si vous avez un point de vue de vos expériences, de votre, tout ce que vous avez fait comme militant, qui serait capable d'amener l'égalité sociale dans vos projets.
Merci. À vous la parole, M. Pirot. Oui, sure. Pour vrai, merci pour ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place avec le Parti vert en général, mais c'est vraiment comme... En fait, ce qu'on a vu, puis là, je vais comme faire un petit diss au Parti vert, c'est dans les dernières années, une espèce de difficulté à se poser ces questions-là. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'avais un petit comme, malaise avec le Parti vert depuis un bout. Et c'est Jonathan Penneau, en fait, que j'ai rencontré, qui m'a expliqué que lui était journaliste de guerre pendant 15 ans, puis justement, c'est... En fait, à la base, c'est pas un écolo, c'est un militant pour la justice sociale. Moi aussi, à la base, mais tu sais, c'est sûr qu'on a comme des compréhensions différentes, des réalités différentes. Mais l'aspect intersectionnel de nos luttes, c'est quelque chose qui, de plus en plus, en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à parler d'intersectionnalité comme étant comme un surplus, comme étant une lunette, une compréhension, alors que dans les faits, c'est une réalité. Genre, on se doit de reconnaître que on est incapable de voir le monde réellement si on n'est pas capable de le voir de façon intersectionnelle. Et c'est justement quelque chose qui, quand on parle d'aller dans les profonds, comme d'aller à la racine du problème, on m'a dit de ne pas dire le mot radical parce que ça sonne mal. Et donc, je veux dire, aller à la racine du problème, c'est justement qu'on crée justement ces barrières-là dans nos sociétés. T'sais, le fait qu'on ne soit pas en mesure d'avoir un statut pour tout le monde dans nos sociétés, comme un statut pour toutes et tous, qu'on continue à essayer de créer des classes dans nos sociétés, qu'on soit capable de justifier et de légitimer en fait les inégalités sociales par X, Y programme, à mes yeux, c'est quelque chose qui est fondamentalement à l'encontre des valeurs d'un pays qui est basé sur... en fait, de un, on va parler de diversité, mais qui est surtout basé sur la colonisation, on est d'accord? Et donc, il y a comme cette hypocrisie-là qu'on arrive puis qu'on se dise que... En conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, on va dire que c'est vraiment, vraiment nécessaire de forcer les gens à répondre à cette question-là. Je pense qu'on devrait avoir plus que 1 minute 30 pour parler de ça, puis si on peut avoir un débat là-dessus au complet, ce serait vraiment cool. Merci. Madame Lessard. Oui, bien, premièrement, merci pour le partage parce que c'est une expérience personnelle puis c'est important. Merci vraiment beaucoup. Au Bloc québécois, on a depuis plusieurs années, écoutez, je peux même pas dire depuis quand, moi, depuis que je milite, c'est là la Commission de la citoyenneté qui réfléchit justement à tous ces enjeux-là de diversité, peu importe laquelle elle est. Notamment, la présidente, c'est Isabelle Dion qui se présente dans une circonscription à Laval. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on réfléchit, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qui est des propositions qui émanent aussi de cette commission-là, qui vont directement dans les plateformes du Bloc québécois, qui sont débattues lors des congrès. Donc, merci pour tout ça. Puis, le Bloc québécois a été clair. On veut que tous les services, le logement, la santé, tous les services qui sont offerts ici soient accessibles à tous et chacun. Donc, ça, c'est sûr et certain. Là. Merci. Madame Ménard. Oui, le Parti libéral, c'est le parti de l'inclusion. Je reviens au jeu. J'ai animé pendant 10 ans à Radio-Canada. J'ai été très sensibilisée à nos billets. On aimerait tous ça croire qu'on n'en a pas, on en a tous. Et ça teinte parfois certaines décisions et certains développements, je dirais. On a beaucoup parlé du développement de l'Est. On a une occasion à saisir pour travailler collectivement à estomper ces billets-là et à faire de cette société qu'on a à construire encore là, un filet pluriel, avec vraiment cette humilité-là, je dirais, de reconnaître qu'on ne part pas sans biais. Je vais m'arrêter là. La question de la diversité, elle est belle et elle est marquée dans notre circonscription. Quelque chose qui est particulier, auquel je n'ai pas fait référence tantôt, on pense souvent juste ici, là, j'allais dire, aux petits beaux biens, là, mais Rosemont-Est, ça va vraiment très, très loin. Et on a une très belle diversité au niveau des gens et de la population en termes culturels et très peu d'échanges. L'intersectionnalité ou l'inclusion, ce que ça veut dire des espaces de rencontre où tout le monde se sent accueilli et en sécurité, alors que plusieurs femmes de Rosemont-Est me disent effectivement, puis on le sait statistiquement, elles sont victimes de plus de violences, par exemple, dans le transport en commun. Et donc, d'avoir des politiques qui mettent de l'avant cette reconnaissance-là de la diversité et de la sécurité dans l'ensemble des groupes, mais aussi dans les programmes, j'allais dire, de reconnaissance, par exemple, des compétences des gens issus de l'immigration, par exemple, pour qu'ils aient accès à des emplois, qu'ils puissent avoir une intégration au niveau économique et aussi, donc, d'autres lieux de rencontre dans notre société. Donc, ça, c'est des éléments qu'on met de l'avant. Il faut lutter contre la marginalisation et l'exclusion dans notre société. Il faut faire une place à chacun et à chacune. Merci beaucoup pour ta question. Merci. On enchaîne avec une autre question d'une personne anonyme, mais qui est présente.
Comment prévoyez-vous améliorer le vivre ensemble dans l'Est de Rosemont? On n'est pas loin on est dans une thématique plus globale, le vivre ensemble. Bien, lorsque j'ai cité l'offre de services manquante, pour moi, il y a aussi des occasions de rencontres à créer, finalement. Si on a à développer une circonscription, c'est aussi un espace de vie. On parlait, oui, d'espaces verts, qui seront éventuellement des lieux de rencontre, mais même chose, avec le soutien aux organismes, avec la création d'espaces où l'échange est possible, c'est en sortant de nos portes de maison qu'on peut rêver d'une société qui se rencontre, et c'est vers là que je m'incline complètement. Bien, comme je disais tantôt, avec l'espace sur 40e Bellechasse, la création là, d'un complexe avec logement social, avec lieu pour les organismes communautaires, ça, c'est un projet là, auquel je tiens avec les programmes du NPD. Des lieux de rencontre également aussi, mais avec des centres là, sportifs et culturels. Mais il faut vraiment établir, puis on voit la différence là, quand on arpente un peu partout, puis qu'on est à l'écoute des gens. Il faut faire cette connexion-là entre notre diversité de gens en occupant ces espaces-là et en les développant, exactement. Mais c'est un peu la même chose. On en a parlé tantôt. On parlait de verdissement. La rue ici, il y a des arbres qui auraient pu être promis. Le milliard d'arbres qui a été promis par les libéraux, ça aurait été le fun de les voir naître dans Rosemont-Est. Donc, le verdissement fait partie. On a parlé de désert au niveau des complexes sportifs, au niveau des épiceries, au niveau de logements, etc. Dans Rosemont-Est, ça en fait partie aussi. L'église, que ma collègue Julie a mentionné tantôt, ça va être quelque chose qui va pouvoir se développer ici dans Rosemont-Est pour apporter notamment tout ce qui est à vocation sociale. Donc, effectivement. Pour moi, je vais dans un autre sens. En fait, mes liens les plus profonds que j'ai créés dans la vie, je les ai créés dans la rue. Je pense que c'est vraiment important, en fait, d'être en mesure de s'organiser politiquement ensemble. J'ai l'impression que c'est la façon qu'on a de créer des liens. Et pour ça, la base, ce serait de s'assurer d'être en mesure d'avoir nos besoins de base remplis. Et ensuite, on va être en mesure de comme, créer des liens forts, où c'est en créant des liens forts et en collectivisant, va être le terme que je vais utiliser, en collectivisant nos ambitions politiques et notre capacité à vouloir comme, faire émerger un monde meilleur. Je pense que c'est comme ça qu'on crée nos liens les plus solides. Et donc, en effet, d'être en mesure de se jaser, c'est seulement possible si on n'a pas comme, de la difficulté puis un stress à avoir 2 jobs puis la nécessité le stress de mettre de la bouffe sur la table pour nos enfants. Dis-je à 25 ans. Mais c'est justement ça, c'est de se dire j'ai l'impression que c'est une étape importante si nos besoins de base sont remplis, puis s'ils ne sont pas remplis, rappelons-nous que c'est oui notre job de faire ça, mais c'est aussi, surtout, votre job de nous forcer à le faire. Donc, on se voit dans la rue et c'est là qu'on crée nos liens. Merci. On enchaîne avec une autre question. On ne lâche pas. Thématique hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a une personne dans la salle. Donc, considérant la situation avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qu'est-ce que votre parti offre dans le domaine de la santé? Sans ingérer, évidemment, sur les compétences provinciales, évidemment. Donc, en fait, votre posture de parti fédéral par rapport à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce serait quoi? Bien, je l'ai dit plus tard. Plutôt, je vais juste le résumer, là. C'est un transfert à la province, rapidement, et c'est ce qu'on a toujours dit, l'investissement en santé, c'est pour nous, c'est un transfert d'argent aux provinces, puis c'est la lutte contre la privatisation qui est nécessaire. Quant à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour le connaître vraiment bien, ce dossier-là, oui, donc c'est de transférer au plus rapidement. Les travailleurs, les travailleuses, l'ensemble de la coalition demande donc que les travaux soient partis dès la fin du printemps le plus tôt possible. C'est ce que nous ferons là, suite aux élections, évidemment, c'est de transférer cet argent-là pour que les travaux débutent. Mais de façon générale, c'est de soutenir le financement public en santé par le fédéral via le transfert aux provinces pour lutter contre la privatisation. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la population d'avoir une accessibilité aux soins de santé qui soit de qualité dans un environnement qui soit plus que décent, on s'entend. Là, c'est pas le cas actuellement. Madame Lessard? Oui, bien, effectivement, c'est très important. Moi, cet après-midi, j'étais avec mon chef, Yves-François Blanchet, devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, parce que c'est quelque chose qui nous inquiète, qui nous préoccupe, évidemment. C'est notre hôpital de quartier. Transfert en santé, on le talonne au Bloc québécois depuis plusieurs années. Il faut qu'ils arrivent. Les provinces ont demandé comment ça a été fait, le partage des compétences. C'est que le fédéral reçoit beaucoup d'argent. C'est une grosse machine et est supposé en redistribuer aux provinces. En ce moment, c'est pas fait, notamment pour la santé. Les provinces ont demandé unanimement de recevoir 20
28 milliards sans condition du gouvernement fédéral pour bonifier leurs soins de santé, leurs ressources de santé. C'est le 1/6 qu'on a reçu, M. Leclerc, 1/6. Donc, il arrive des situations comme on voit. Il y a également un projet de PQI, qui est un projet fédéral, qui pourrait avoir des investissements, notamment au niveau des infrastructures. On parle des eaux, des bâtiments, etc. C'est également des transferts dans ce programme du PQI qui pourraient être bonifiés. Puis on va continuer au Bloc québécois de talonner. Là, on n'a pas terminé. Là, on a été achalant dans les dernières législatures pour les transferts en santé parce qu'on en a besoin au Québec. Là, ça n'a pas de bon sens des gens qui dorment dans les corridors. Je déplore avec beaucoup de douleur le retard qu'accuse l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Tout le printemps, je m'assurerai de rapporter vos voix auprès de mes vis-à-vis provinciaux qui ont des décisions et des comptes à vous rendre. Les transferts en santé dans le cadre de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sont faits. Alors, à partir de là, la job de la députée fédérale, c'est de, encore une fois, rapporter vos préoccupations et de s'assurer de pouvoir utiliser des leviers pour que le projet de rénovation se fasse. Et se fasse dans un avenir rapproché. Il accuse un retard. Je pense que tout le monde est d'accord que ce bâtiment-là se doit d'être rénové. On est d'accord sur le système à 2 vitesses qui n'a aucun bon sens et on est d'accord sur le fait que c'est nécessaire d'être fondamentalement contre le principe de privatiser, encore une fois, les soins de santé. On ne peut pas faire confiance à des entreprises qui veulent un profit pour s'occuper de nous. Genre, comme principe de base d'une société, j'ai l'impression qu'on peut partir de là, puis si on partait de là, ça irait beaucoup mieux, ce qu'on ne fait pas en ce moment. Merci. On va enchaîner avec une question dans la salle. Monsieur Michel Desmarais. Et le sujet, c'est on quitte le local, je pense, de l'Agence mondiale Canada. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Ah, pardon, OK, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir 150 étudiants devant moi. Là, je devais parler dans le micro pour 25-30 personnes. Mais là, il y en a en Zoom, donc... Ah oui, non, je veux dire, en Zoom, s'ils veulent m'entendre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fut l'ACDI. L'ACDI, c'est donc l'Agence internationale de développement du Canada, est morte parce qu'il y a eu un premier sinistre canadien qui a décidé que lui, ça s'en allait aux compagnies qui faisaient du minier en Afrique et qui devaient développer du social en parallèle. Et donc, ça s'en allait au ministère des Affaires extérieures pour aider les compagnies à faire quelque chose avec du développement international. Donc, plus rien sur le plan social, sur le plan humanitaire. Malheureusement, il y a des gens qui ont arrêté de vendre des pompes à eau, hein? Parce que, vous savez, on sait que, ben oui, mais quand on donne de l'argent en Afrique ou ailleurs pour faire du développement du genre pour l'eau, ben les pompes, ils viennent du Canada, ils viennent pas des États-Unis, puis ils viennent pas d'Afrique. Donc, c'est de l'argent qui revient en grande partie au Canada, mais on l'a donné. Une quarantaine de milliards pour l'ACDI en quelques années d'activité. Et c'est mort. Et là, on a inventé Affaires mondiales Canada. Vous êtes député. Le dossier arrive sur votre table. Vous augmentez, vous réduisez ou vous maintenez les dépenses, si on peut appeler ça comme ça. Et quelle serait votre priorité? Priorité en termes de thème ou en termes de région du monde pour faire du développement international? Parce que même si on commence à dire que ça va mal, si on se compare dans le monde, je pense que ça va bien. Merci. Qui veut se lancer sur cette question-là? Madame Girard-Lemay. Oui, rapidement. Oui, pour le retour de l'aide internationale et le respect des droits fondamentaux, on a fait référence à la Palestine. On est effectivement le parti qui avons poussé le gouvernement grâce à une pétition monumentale. Puis, donc, on dénonce le génocide actuellement. On est pour cesser le financement des armes à feu et pour la reconnaissance des deux États, l'État palestinien et l'État israélien. Donc oui, l'aide internationale est extrêmement importante en termes de droits fondamentaux de la personne, en termes de santé aussi publique mondiale. On le voit ce qui se passe aux États-Unis là, avec notamment la coupure des programmes de Trump là, au niveau de l'aide internationale, des groupes de travail là, au niveau de la lutte contre le sida. Donc, non, pour nous, ça a toujours fait partie là, de notre plateforme et une priorité. Là. Donc, oui, au Moyen-Orient, mais aussi également en Afrique. Et moi, j'ai travaillé en Amérique du Sud dans un syndicat. Il faut aussi donc travailler là, au développement et en solidarité avec les travailleurs, les travailleuses un peu partout.
beaucoup dans une économie mondialisée. Il faut soutenir donc les regroupements de travailleurs, travailleuses. Là. Et j'irais même plus loin pour revenir à la situation américaine. La question est à qui voulez-vous là, donner là, justement le volant pour aller négocier quel intérêt? Parce que historiquement, les accords internationaux, là, on se souviendra, on s'en méfiait, là, on revient au protectionnisme, il faut développer notre économie, c'est nos lois ici qui vont s'appliquer, qui vont contrôler notamment les lois du travail, mais on le sait que la présence notamment d'un parti comme le NPD et des syndicats ont fait de la pression sur ces négociations-là pour aller chercher donc certaines protections des travailleurs et des travailleuses. Donc, il faut être partout à l'échelle internationale pour défendre les droits fondamentaux. Et oui, il faut représenter les travailleurs aussi lorsqu'on négocie à l'échelle internationale. Oui, je peux y aller. Allez-y. Écoutez, je prends un petit mot sur la Palestine. Le Bloc québécois également, ça a été un des premiers partis à demander le cessez-le-feu au niveau du gouvernement du Canada. Et François Blanchet en a parlé dernièrement sur ses différents réseaux sociaux, reconnaissant l'État palestinien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète vraiment. C'est une situation qui est très, très, très préoccupante. C'est des vies qui sont enlevées là-bas. Moi aussi, j'ai déjà travaillé au Bénin dans une ONG béninoise qui est l'ONG RAI, à l'autonomisation des femmes. Je sais ça peut ressembler à quoi. Effectivement, c'est important l'aide internationale, mais je crois fermement que ça doit être fait sans entrer dans les champs de compétences des autres pays. On l'a vu, qu'est-ce que ça peut faire en Haïti, par exemple, tout ce qui était par rapport au riz. Quand l'aide internationale s'est enlevée tranquillement pas vite avec le tremblement de terre, ça a créé des perturbations dans le pays qu'on voit encore à ce jour, des répercussions qui sont très, 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 très graves, là, qui ont vraiment dérangé la stabilité du pays. Donc, oui, mais sans entrer en collision avec les champs de compétences des autres pays. Là. Ça doit être fait avec respect, en concordance avec les valeurs de ceux-ci. Madame Ménard. En se dégageant de notre dépendance économique aux États-Unis, ça nous offre une latitude aussi sur ce genre d'initiative-là où le Canada va redevenir un peu plus autonome dans sa prise de décision et va pouvoir évaluer parfois de façon plus dégagée du pesant cousin américain qui parfois se place en leader en termes d'aide internationale. Et là, oups, le banc de poissons se met derrière. Il y a quelque chose d'encourageant d'en retrouver une forme d'évaluation souveraine, en fait, d'où le Canada veut pouvoir aussi s'impliquer en termes d'aide internationale. Ce sera ma réponse pour vous ce soir. Oui, quand les États-Unis sont comme « on fait une bonne job », je suis genre « wow, non ». Mais dans les faits, nous non plus. Donc, on rit, mais on n'est pas mieux. En effet, je pense que de respecter la souveraineté des pays, c'est la moindre des choses. Puis en fait, c'est tellement la moindre des choses que c'est comme surprenant qu'on ait besoin de le dire. C'est comme évidemment qu'on va soutenir la souveraineté des autres pays, n'est-ce pas? On serait quand même pas un pays qui est complice d'un génocide. Mais c'est surtout qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est oui, énormément de groupes qui essayent de soutenir l'international et qui le font de bonne ou de mauvaise façon. Mais on voit aussi énormément d'enjeux liés à nos industries canadiennes qui vont détruire les industries étrangères. Donc, on va voir énormément de compagnies minières, de compagnies pétrolières qui vont vraiment aller exploiter les ressources et exploiter en fait les peuples et les territoires ailleurs pour ensuite se faire un profit immense et ne payer aucune taxe. Donc, je pense qu'on doit regarder la question un peu dans les deux sens, de se dire, en effet, comment faire pour bien aider les gens qu'on se doit de soutenir à l'étranger, mais aussi comment faire pour réellement avoir des lois en place qui sont en mesure d'empêcher les compagnies canadiennes d'aller faire des atrocités à l'étranger. Et donc, pour moi, ça, c'est un des principes de base de tout pays qui se veut bienveillant dans le monde. Et si je peux faire une petite chose, en fait, je pense qu'une des choses importantes aussi, c'est de s'assurer de fermer cette espèce de frontière-là entre le Canada et les États-Unis en termes d'exportation militaire. On a en fait des traités qui font qu'on n'a aucune nécessité de transparence pour tout ce qui est échange militaire avec les États-Unis. Et c'est un peu le loophole qui est utilisé en ce moment pour dire que nous ne donnons pas d'armes à Israël tout en donnant des armes aux États-Unis. Et les États-Unis les envoient gentiment en Israël. Et donc, juste à garder en tête que quand on nous dit que le Canada a arrêté d'envoyer de l'armement à une entité génocidaire, on n'a aucune façon de savoir si c'est vrai ou pas, sauf quand les entreprises comme General Dynamics se vantent en fait d'avoir des contrats. Donc c'est comme ça qu'on sait. Mais pour moi, ça fait partie, quand on parle d'authenticité puis de nécessité de transparence d'un gouvernement démocratique, ça joue. Voilà. Merci. On va faire un petit sprint. On est
un peu vers la fin. Il y a encore beaucoup de questions. Je vais vous poser quelques questions express. La première, c'est que vous êtes élu, bravo, vous devenez notre député de circonscription. Donc, vous allez séjourner un peu à Ottawa, pas mal. Vous allez sur des commissions parlementaires aussi, c'est cool. Mais aussi, vous allez faire un job bien ordinaire dans le quartier, dans la circonscription, à rencontrer des citoyens, à être bien terre à terre, où votre parti politique n'a aucune importance aux yeux des citoyens. J'aimerais que vous me nommiez une ou deux qualités ou traits de personnalité que vous avez qui vont vous permettre de faire votre bon job de député auprès de la population locale. Donc, je me nommer une ou deux. Je peux commencer. Oui. Quand j'ai débuté le porte-à-porte en décembre dernier, on m'a dit « j'ai vraiment un problème avec mes poubelles ». Puis un peu plus tard, on m'a dit « j'ai vraiment un problème avec mon déneigement ». Je suis quelqu'un qui, dans la vie, donc, travaille en équipe depuis toujours, que ce soit là, dans le milieu syndical ou dans le milieu universitaire où j'ai fait de la recherche longtemps. Il faut collaborer. Il faut aussi être donc avec tous les paliers, là, que ce soit le municipal ou le provincial, donc les députés du coin. Mais il faut surtout être proche des gens, puis il faut connaître sa circonscription, être présent et s'entourer de gens aussi qui travaillent avec soi, qui connaissent aussi bien cette circonscription. Donc, toute l'équipe de la circonscription qui sera avec moi est aussi extrêmement essentielle. Donc, pour moi, c'est collaboration. Je me permets de revenir à la notion express. Ouais, un ou deux traits. Excusez-moi. Un ou deux. Non, mais je comprends, vous êtes enflammé, là, c'est magnifique. Mais rapidement, nommez-moi une ou deux qualités ou traits de personnalité sans les expliquer. Là. Je veux juste l'entendre, savoir c'est quoi ce qui vous êtes, vous autres. Là. Je vous donne la chance, Mme Gérard. Je suis qui? Je suis une hyperactive passionnée. C'est bon. C'est ça que vous voulez que je vous dise? Mais c'est ça que je suis. Mon amour pour les gens et ma sensibilité. OK. Moi, je suis jamais chez nous. Fait que il n'y a pas de porosité entre ma job, ce que je fais, ce que je suis. Ça a toujours été ainsi, même affaire en radio. Puis, je suis très, très accessible. Pour moi, ça passe par l'humour. Il y a des conversations qui peuvent être, en fait, très profondes en passant par l'horizontalité. C'est à ce quoi je crois. Est-ce que je peux expliquer, alors? Monsieur Biro? J'ai respecté les règles. Ouais, respecter les règles, c'est pas mon truc. Mais ouais. Premier trait de personnalité, c'est bon. Demander aux policiers, c'est pas ma carte. Et je dirais authenticité. Je suis incapable de mentir, ça paraît dans ma face. Voilà. Parfait, c'est bon. Deuxième question express. Je vous la pose. Il y a une personne de la salle qui l'a écrit, mais grosso modo, c'est la thématique pipeline. Votre posture par rapport à ça, c'est quoi? Ça va être très simple, non. Non. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites les derniers temps, surtout avec qu'est-ce qui se passe avec Trump. Là. Nous, au Bloc québécois, on est toujours contre le développement de pipeline de l'Ouest canadien. Je l'ai dit, je me battais contre Énergie-Est dans ma jeunesse. Là. Donc, c'est très clair au niveau du Bloc de façon générale. Dernièrement, il y a eu comme une espèce d'effervescence au niveau du pipeline avec la menace économique. Je pense qu'il y a la vulgarisation à faire. Là. Un pipeline là, construit là, en ce moment là, au travers le Canada, là, ça va prendre 10 ans. Fait que M. Trump, le président des États-Unis, a le temps de faire 2 mandats. Puis il n'aura même pas été terminé de construire. Donc ça, c'est important de faire de la vulgarisation par rapport à ça. C'est aussi, contrairement à ce que M. Carney dit, c'est pas 60... Question express. Ah, oui, désolé. C'est non seulement non, mais parce que de toute façon, on dit on n'en veut pas. C'est ça. On n'en veut pas de pétrole. Et c'est 36 milliards de pipeline avec Trans Mountain, les libéraux. C'est non au NPD. On a toujours dit non. Il faut penser l'énergie verte. Il faut voir la transition juste avec des lois qui vont assurer les emplois durables, ce à quoi vous vous êtes opposés, vos blocs, alors que nous, oui, il faut faire la transition, mais il faut garantir la formation des travailleurs, des travailleuses qui sont là. Il ne faut pas les oublier, sinon c'est des familles qui meurent de faim. Je suis en train d'expliquer, je m'excuse. Trait de personnalité. Ah, passionné. Réponse express par là-bas. Je veux dire, moi, j'en bloque dans la vie, donc oui, en effet, on est en désaccord avec les pipelines de A à Z, évidemment. Et si on peut, j'en fais un message à Mélanie Joly de demander de fermer le pipeline, la ligne 5 de Enbridge. Elle est le seul blocage pour fermer cette ligne-là, et c'est mauvais. Voilà. Madame Ménard. Je me souhaite, moi et ceux qui me suivront, de vivre dans une société où la transition énergétique est verte. Après ça, je poserai des questions auprès du parti au pouvoir. Voilà. Autre question express dans la salle. À tous les candidats, est-ce qu'il faut voter stratégique?
Réponse express. Non, il faut voter pour la personne candidate qui, à votre sens, va défendre vos droits, vos intérêts. Actuellement, on a un choix à faire et on l'a démontré que quand on votait avec notre cœur, puis pour nos préoccupations, bien, ça rapporte. Non, il faut voter avec ses valeurs parce que c'est des gens qui vont nous défendre, puis il faut que ce soit des gens avec des valeurs qui concordent le plus possible avec les nôtres. Oui, allez-y en résonance avec ce à quoi vous croyez. Il reste qu'une voix dans un gouvernement n'a jamais le même poids qu'une voix dans l'opposition. Ouais, moi, je dirais que si on se met à voter stratégique, c'est la preuve qu'une démocratie est brisée. Il faut vraiment faire attention. Et donc, ben, notre démocratie est peut-être brisée. Il faut faire attention. Yeah? All right. Sous question, qu'est-ce que vous aimeriez? Un gouvernement majoritaire, minoritaire lequel? Puis qui aurait la balance du pouvoir? C'est comme plein de questions. Vous choisissez ce qui vous intéresse, c'est express. Écoutez, moi, je veux le plus de bloquistes à la Chambre des communes pour défendre les intérêts du Québec, nos valeurs. Puis je suis convaincue qu'un bloquiste là, à la Chambre des communes, là, ça va défendre nos valeurs, notre économie, notre aluminium, notre bois. Puis on ne va pas faire des compromis avec l'automobile de l'Ontario. Un caucus là, de 100, 125 libéraux, ça peut faire des Libéral compromis. ou conservateur, le gouvernement? Le plus de bloquistes à la Chambre des communes. Refus de répondre, OK. Question, personne suivante? Bien, je vais aller donc. Je veux une députation forte orange à Montréal. On a démontré qu'on est allé chercher des gains substantiels pour les gens au quotidien. C'est ce qu'on va faire avec notre plateforme. Et malheureusement, avec respect pour ma consoeur, je n'ai rien vu du Bloc qui est allé en ce sens-là depuis plusieurs années. Il n'y a que le NPD qui a à cœur les gens dans leur quotidien. Et c'est ce qu'on a démontré et c'est ce qu'on va continuer de démontrer. Je nous souhaite un gouvernement libéral majoritaire pour qu'on puisse mesurer ensemble la force collective d'une union. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça, des gens coude à coude qui avancent vers un projet collectif. Monsieur Bureau. Je nous souhaite un parti vert majoritaire. Parce que c'est évidemment... Of course. Vous aimeriez quel ministère? Moi? Oui? Le ministère... Oui, c'est ça. Le ministère de la Justice, ce serait mon top 1. Merci. Ben, écoutez, il reste encore des questions, mais le temps s'écoule. On va passer au dernier bloc, le bloc de la conclusion. Donc, on vous donnerait chacun 2 minutes et demie, 3 parce que vous êtes passionnés, puis vous aimez bien, bien parler, parce que c'est vraiment intéressant ce soir, je trouve. C'est vrai. Donc, le mot de clôture, on va commencer par Mme Lessard du Bloc québécois. Mais bonjour. En fait, je vais vous remercier encore de vous être déplacés. Ceux qui sont ici en personne, ceux qui sont en ligne, c'est un exercice qui est essentiel à notre démocratie. Merci encore à la CDC de Rosemont pour toute l'organisation, aux personnes bénévoles qui sont là ce soir. Écoutez, je vais dire seulement que tout ce que le Bloc a fait passer à Ottawa, je les ai imprimés. C'est un document complet, notamment le 750 millions pour les demandeurs d'asile, qui a permis de donner des logements, de la nourriture. Donc, c'est pas vrai que le Bloc québécois n'a rien fait. Et je vous invite à donner une voix forte au Bloc québécois, parce qu'en ce moment, il y a une situation particulière, économique, et c'est seulement le Bloc là, qui va se lever puis qui va défendre sans aucun compromis notre bois, notre aluminium, notre gestion de l'offre qui protège nos aliments qu'on retrouve à l'épicerie et leur qualité. C'est seulement le Bloc qui va faire ça, puis aucun compromis. Là. On ne va pas mettre sur la table également l'automobile de l'Ontario, le pétrole de l'Ouest canadien. On n'en veut pas. On va défendre notre économie à nous. Donc, vous n'avez rien à perdre, à gagner, à voter pour nous, désolé. Ensuite, je dirais, moi, je compare souvent le Bloc québécois comme une police d'assurance. Si qu'est-ce que le gouvernement en place fait, là, c'est bon pour le Québec, là, on va voter pour. Fait que vous n'avez rien à perdre, on va appuyer le gouvernement. Fait qu'on va même donner un poids supplémentaire à celui-ci. Si le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, c'est mauvais pour le Québec, ou il oublie le Québec, comme ça s'est fait sous les accords économiques pour l'aluminium, des libéraux, on va lever la main et on va dire, écoutez, il faut rétablir le tir, ou bien ou pas. Puis c'est là que le Bloc québécois peut avoir un pouvoir pour protéger notre monde, nos logements, notre économie d'ici. Donc vraiment, là, je vous invite à voter pour le Bloc québécois le 28 avril prochain. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Je comprends les enjeux, je les vis. Je vis dans la circonscription, je vis les coûts de la vie, je vis la crise du logement en tant que jeune diplômée. Puis vraiment, là, je vous invite à me faire confiance. Je vous invite à voter pour le renouveau. Je vous invite à choisir pour le Québec, le Québec. Merci. On va y aller avec Mme Ménard du Parti libéral. Bien, le Parti libéral est maintenant dirigé par un nouveau chef. C'est pas moi qui vous l'apprends, c'est pas un politicien de carrière. M. Carney, c'est un économiste. Il est là parce que le pays traverse une crise. Il en a traversé 2. La crise de 2008, donc il était à la Banque du Canada. Il était à la tête de la Banque d'Angleterre lors des troubles qu'a provoqué le Brexit. Cet homme-là pourrait avoir une autre carrière. Il lève la main pour venir porter main forte en ce moment. Le message est clair.
une union. C'est ce qu'on a besoin pour traverser et assurer notre souveraineté. Elle m'est chère. Vous aurez évidemment à élire, ultimement un gouvernement, mais aussi, donc, votre élu. Je souhaite être votre voix forte à Ottawa, une voix qui ne se taira pas. J'ai pas la langue dans ma poche. J'ai l'habitude de mener des conversations sensibles et difficiles. Vos préoccupations sont les miennes. Je suis locataire, j'ai pas de voiture, je suis une Montréalaise, francophone. Je viens pas d'une famille de politiciens. Je fais de la politique horizontale et je suis une femme qui aime les résultats dans la vie. Alors, je voudrais voir fleurir ce que vous allez me transmettre. C'est votre mission que moi, je m'en vais porter. Ottawa, ça semble loin, puis en même temps, non. Madame Julie a parlé d'un trait d'union, j'aime l'image. Il y a l'idée de la croix de transmission aussi. Ce projet-là, je fais du porte-à-porte en ce moment parce que ça donne sens au projet. Je le fais pour les gens. Je le fais pour nous avec un gros N. Alors, je suis là. Merci. Madame Girard-Lemay. Je vous invite, on a la possibilité à cette élection-ci de faire un choix dans Hochelaga-Rosemont-Est, un vrai choix. Je vous invite donc à faire celui d'une députée de proximité qui connaît sa circonscription, qui y a travaillé, qui y a milité, une députée d'expérience qui va être à l'écoute, une députée qui va travailler avec un parti qui a toujours eu à cœur le droit et les intérêts des travailleurs, des travailleuses, des femmes, des groupes issus de la diversité, des familles. Nous sommes le seul parti à mettre de l'avant des politiques et à faire avancer, comme on l'a fait dans les dernières 4 années, même dans l'opposition, des politiques concrètes et des programmes concrets pour que notre vie au quotidien change. Et c'est ce pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Puis c'est ce que je fais de mieux dans ma vie, c'est de trouver des solutions à des problèmes et c'est ce que je vous propose de faire. Merci beaucoup d'avoir été ici ce soir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Monsieur Pirot. Ben oui, évidemment. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je ne voudrais ne pas remercier les gens d'être ici. Oui, je vous invite à avoir des hauts standards pour les politiciens et les politiciennes pour les prochaines années. C'est un moment... J'ai-tu le droit sacré? Je ne vais pas le faire. C'est fucking rough comme moment. On sait qu'on est dans un moment de polycrise où tout semble péter en même temps et tout pète en même temps. Et donc, c'est comme le temps d'avoir des hauts standards. S'il vous plaît, votez pour qui vous voulez, évidemment, mais... Je vous invite, en fait, à envoyer chier les gens qui ont comme pas, en fait, la capacité ou la volonté ou l'ambition politique de faire changer les choses. C'est nécessaire en ce moment, plus que jamais, de comme talonner les politiciens et politiciennes à un point parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer comme on continue en ce moment. On sait qu'on est dans un monde qui va de plus en plus mal. Et donc, c'est vraiment, vraiment important, en fait, de reprendre le pouvoir comme politique, de se dire que le pouvoir politique ne s'arrête pas une fois aux 4 ans, qu'on est en mesure collectivement d'avoir beaucoup plus de pouvoir si, justement, l'union fait la force. C'est ça, c'est un cliché, mais c'est vrai. Mais c'est plus vrai de votre bord de la table que d'une autre. Yeah? Et donc, de se dire qu'en effet, on se retrouve dans la rue, en effet, on est capable de changer les choses si on est en mesure de collectivement se dire qu'on est tanné de comment les choses se passent. Et donc, je remercie tout le monde d'avoir été là. Je remercie les organisateurs, organisatrices. Et je nous souhaite de futurs bons débats cette semaine. On se revoit jeudi. Oui, jeudi. On se revoit jeudi. Tout le monde, ça vous tente à Maisonneuve. Maisonneuve à midi. Maisonneuve à midi. Ça vous tente de réécouter les mêmes. Merci. Merci. Donc, on est sur la fin de la soirée d'échange. Je tiens à remercier évidemment les 4 candidates. Mme Julie Girard-Lemay du NPD, Mme Rose Lessard du Bloc québécois, Mme Marie-Gabrielle Ménard du Parti libéral du Canada, M. Jacob Pirot du Parti vert du Canada. Il y a M. Carl Bellé du Parti conservateur qui a décliné l'invitation. Et il y a aussi... Non, mais il se présente quand même. Je pense que c'est notable. Et il y a aussi une 6e personne qui se présente comme candidate du Parti marxiste-léniniste, Mme Christine Dandenot.
Elle aurait voulu être ici ce soir. Elle a eu un contretemps d'engagement, donc, mais elle est sur le bulletin de vote, c'est important de le nommer. Donc, on vous invite fortement à aller voter. Hein. L'exercice démocratique, c'est aussi d'aller voter. Dès le week-end, dès vendredi, c'est vote par anticipation 4 jours, puis ensuite, c'est le 28. Il y a sur la page Facebook de la CDC de Rosemont, vous allez voir le lien pour aller voir la web diffusion. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Et pour ceux et celles qui le voient très rapidement puis qui veulent revoir les candidats, il y a, je crois, jeudi midi au Collège Maisonneuve et jeudi soir, c'est la table de quartier Hochelaga Maisonneuve qui le présente. C'est à quel endroit? Dans Hochelaga Maisonneuve. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Puis bonne fin de campagne, messieurs, dames. Merci infiniment.